Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 le Zénith. Nous sommes le mardi 13 novembre 2018 et on va commencer par cette lettre ouverte à Fris Tonen. Voilà près de 2 ans que des hommes et des femmes crèvent de faim du fait de leur statut de délégué du personnel de la communauté urbaine de Douala. Vous les avez désavoués, docteur Fris Tonen. Vous les avez mis de côté, vous les avez humiliés, vous leur avez refusé le droit d'exercer. Toutes les tentatives pour vous faire entendre raison ont été vaines et de nul effet. Cette dizaine de délégués du personnel reste dans une situation de misérabilisme. Et docteur Fris Tonen, avant d'être le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, vous êtes avant tout, vous êtes d'abord un père de famille, un tonton, mieux un médecin. Docteur Fris, un médecin, c'est censé soigner les maux, les maladies. Et donc, un médecin n'est pas censé créer les maladies et les maux. Et donc, pour ce matin, et dans cette lettre ouverte, on dit que ces personnes-là ont besoin de vous, docteur Fris Tonen. Monsieur Tonen, ces personnes ont besoin de vous. Réagissez, surprenez même, parce que certaines personnes pensent que vous ne ferez rien. En tout cas, nous croyons que vous ferez quelque chose suite à la situation désastreuse de ces 10 personnes qui ont été, il y a 20 mois, licenciées par vous, parce que ayant fait leur mission, ayant accompli leur mission de délégué du personnel à la communauté urbaine de Douala. Et donc, ces personnes ont reçu gain de cause le 27 septembre dernier via la cour d'appel du littoral en chambre sociale et conseil d'arbitrage qui a décidé que vous devez assurer le paiement de leurs arriérés de salaire, primes et indemnités échues au jour de cette sentence, donc le 27 septembre 2018, mais également les réintégrer dans leurs fonctions. C'est 10 personnes qui attendent que vous fassiez un geste, monsieur le délégué du gouvernement. Je vous en prie, on vous le dit, c'est une lettre ouverte qu'on vous fait parce que ces personnes-là ont subi le pire des enfers. Ces personnes-là, aujourd'hui, ont subi le pire des enfers. Leurs femmes, pour certains, les ont quittés. Pour d'autres, leurs enfants ne vont pas à l'école. 20 mois sans salaire, 20 mois sans retrouver ce qu'on appelle la dignité humaine. Donc, docteur Fris Tonen, vous êtes médecin, agissez. Voilà un cas sur votre table. Madame, Monsieur, comme chaque matin, l'émission va s'atteler à vous donner le commentaire, décryptage, analyse de tous ces sujets qui font bouger le Cameroun et le monde. Et ceux qui sont les parties prenantes à ce rendez-vous de la télévision. D'abord, vous, Monsieur Mbachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je profite de l'occasion aujourd'hui pour dire un bonjour à 2 personnes. Premièrement, le docteur Foyette, qui se prépare à donner des certifications désormais gratuites, et le professeur Roger Nanfoto, Tafak Nanfoto, qui à lui seul a battu tous les records cette année. 109 thèses de doctorat en un an validées. Bravo, bravo, bravo. Voilà qui est bien fait, Madame, Messieurs, pour ce matin. On aura l'occasion de retrouver Monsieur Mbachou Charlamel qui vous donne rendez-vous à 10h30 pour la colère. C'est une chronique épicée, tranchante, parfois délirante d'ailleurs. On aura l'occasion de faire le commentaire de cela un peu plus tard au cours de cette émission. Mais également sur le plateau ce matin, vous, Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs de 10-12 le Zénith. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on va parler du retrait du module satanique dans les livres de 5e et puis du délégué du personnel qui gagne en appel contre la communauté urbaine après près de 2 ans de procès. Et on va terminer avec la coalition de l'opposition en RDC qui vole en éclats.
Voilà, cette coalition de l'opposition qui vole en éclats avec Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi qui ont dû retirer leur signature de l'accord de Genève. Ils ont subi ainsi le chantage et la pression de leurs militants qui n'ont pas du tout gobé, qui n'ont pas du tout accepté cela. On va dire que l'opposition congolaise, une fois encore, a manqué l'occasion d'envoyer des leçons à l'opposition camerounaise. Donc, écoutez, on va pouvoir en parler plus tard au cours de la revue des réseaux sociaux. Ce sera à 11h05 au cœur du 10-12 le Zénith sur Equinox Télévision. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposinegou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi je remercie la commission de la CAF pour l'organisation de la CAN Total Cameroun 2019. Ils ont terminé leur visite à Garoua. Ils n'ont donné leur avis que sur un point. Ils sont satisfaits de l'évolution des chantiers pour le stade d'entraînement. Très bien, merci beaucoup. Le stade d'entraînement seulement. Ils ne parlent pas pour le reste. C'est, on va dire, c'est esquis. Cette introduction de bon ce matin, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, on ne fera pas de commentaires. Non, ça veut dire ce que ça veut dire. Les stades d'entraînement. Oui, voilà, on s'entraîne bien dans ce pays, de toute façon. Alors, madame, messieurs, démarrons cette émission comme chaque matin avec la première articulation, escale avec l'histoire du jour de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore tous ceux qui nous regardent du côté de derrière poteau, cette année belle. Et ce matin, je vais parler d'un enfant qui a eu sa dose à l'école Makalambamba. Pour ceux qui connaissent. Makalambamba, un enfant a eu sa dose. La mère a dit, je ne peux pas laisser. Le père a dit, madame, tu laisses. La mère a foncé à l'école, bagage général. Monsieur a rendu. Oh! Il y a les choses ici des pères de Bobo. Ça peut être le titre d'un film, Eric. Non, il ne faut pas rigoler. Ne ris pas quand c'est pas bon à rire. Non, mais c'est bon à rire. L'enfant est rentré à la maison hier avec les traits que la maîtresse a frottés ici au dos. Le père était là parce que, d'après ce que le père m'expliquait, il m'a dit que lui devait travailler à 22h. L'enfant est rentré avec les fouets qu'on l'a fouetté jusqu'à mettre, bref. Parce que la maîtresse aussi a dit qu'elle a tapé comme c'était son propre enfant, elle allait taper. L'amant aussi ne pouvait pas supporter. Elle a dit à son époux que va à l'école demander ce qui ne va pas. Va dire à la maîtresse de ne plus jamais porter main sur mes 9 mois de grossesse. Monsieur a dit, madame, c'est pour que l'enfant soit sage. Elle n'a pas tué l'enfant. C'est juste une correction qu'elle a donnée à l'enfant. Madame n'a pas supporté, elle a foncé à l'école que mince. Les 9 mois de qui? Une femme comme moi se permet de taper mes 9 mois de grossesse. Non, ça ne se passe pas comme ça. Elle a débarqué à l'école, bagarre avec la maîtresse. Quand elle est rentrée à la maison, elle a dit à son mari que j'ai fait sa fête. Monsieur a rendu. Maintenant, elle dit que c'est sûr que son époux sort avec la maîtresse. La maîtresse aussi de son côté, parce que j'ai écouté toutes les versions, peu moment. La maîtresse de son côté m'a dit que regarde le cahier de l'enfant. Tendance, toi-même, vois. Ici, les devoirs non faits. Donc les devoirs qu'on donne à l'enfant, l'enfant ne fait jamais fait. Devoirs non faits. Devoirs à refaire. L'enfant turbulent. L'enfant qui n'apprend pas ses leçons. Que l'enfant est tellement faible au point où elle voulait même qu'on le renvoie au cours préparatoire. Un enfant du coup moins 1. Elle dit que si c'est la mère de l'enfant qui veut, que la mère de l'enfant ne va pas l'apprendre à faire son travail. Tout le monde, il y a des versions, pain bonbon. La maîtresse tape sur votre enfant, vous partez l'arrêter la bagarre à l'école. Monsieur Ram, est-ce que c'est normal? La maîtresse de son côté dit qu'elle a tapé l'enfant parce que l'enfant était tué à l'école. Non seulement l'enfant, pour écrire, rien que son nom, un enfant qui peut commenter qui ne connaît pas écrire son nom. Les devoirs même que l'enfant ne fait pas, ou les parents font quoi à la maison, je ne sais pas. Quand elle veut corriger l'enfant, la mère vient répondre. Le monsieur a répondu aussi, il n'a pas répondu petit, il a répondu comme ça. Parce qu'il n'a pas tapé petit, il a bien donné les bleus. Où elle est là, elle dit que c'est sûr que son mari soit avec la maîtresse. Qu'elle ne comprend pas comment une maîtresse peut taper son enfant jusqu'à mettre jusqu'à voir les traces. Est-ce qu'on doit même d'abord taper dans les établissements scolaires? Parce que un temps disait que le ngom n'en a refusé. On tape encore un moment. Moi, j'ai demandé qu'on tape sur mes enfants. Je ne ok. sais pas si on tape les autres. Mais Mais les miens, on on les tape. tape. On tape les miens.
Est-ce qu'on doit taper les enfants têtus à l'école? Pourquoi les taper même d'abord? Point d'interrogation. Est-ce que la mère a le droit d'aller arrêter la maîtresse, la bagarre, sous prétexte qu'on a tapé son bout de chou? Est-ce que le père aussi, par respect, ne pouvait pas parler doucement sans porter aussi la main sur madame? Point d'interrogation. Qui a raison de tous les trois? Ou encore de tous les quatre? L'enfant aussi qui sème la terreur, qui fait la tétutesse. Quand on te paye l'école, c'est pour aller jouer. Hein? Moi, je vais encore te fouetter. Attends 15 heures. Parce qu'on a l'heure que tu rentres aujourd'hui. Ne ris pas sans comprendre, Eric. Non, ça va. On te dit qu'un enfant est en train de traumatiser tout le monde à Makambamba. Jusqu'à sa mère se lève avec le cabas devant son mari. Monsieur dit que je t'ai tapé parce que tu t'es levé, tu as commencé à secouer ton corps. J'ai dit viens t'asseoir, tu as dit que ce sont tes 9 mois de grossesse. La maîtresse dit que non, elle ne peut pas répéter les enfants sans taper. Parce qu'elle veut que les enfants soient son exemple. Absolument. Que l'éducation qu'elle donne aux enfants, je vais moi donner jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Et même, ce n'est pas le premier enfant que j'apprends. Il n'est pas le seul que je tape. Mes enfants, pour qu'ils soient sur le droit chemin, je leur faute souvent. La dame dit qu'elle a tapé avec le mauvais cœur. La mère de l'enfant dit que tu ne peux pas taper trésor. La manière que tu as tapé trésor là, tu l'as tapé avec le mauvais cœur. Donc il y a tellement les débats ce matin pour tous ceux qui veulent réagir. C'est à vous de choisir pour vous. C'est normal d'aller arrêter la bagarre, la maîtresse à l'école? Bonne interrogation. Je vais poser ça même 100 fois. Est-ce que monsieur aussi a le droit de porter la main sur madame? Est-ce que ce n'est pas montrer aux gens que madame n'est rien? Bref. C'est pour montrer aux gens que c'est lui qui parle. Je ne sais pas trop. C'est tout ça. Est-ce qu'on doit taper jusqu'à donner le fouet? On va voir les traces. Point d'interrogation. Est-ce que ça ne trouble même pas l'enfant? Point d'interrogation. Je m'arrête là, Eric. On ouvre là un champ, je ne dirais pas une boîte de Pandore, mais un champ vaste de relations que nous pourrons déceler de l'histoire de ce matin. Mais avant toute chose, j'aimerais te rappeler, Tendance, que tu es une humoriste d'investigation. C'est ce que cela donc confirme. C'est-à-dire le fait que tu poses les questions à toutes les parties d'une histoire. Montre que tu as fait l'investigation, que tu as enquêté et que tu as allé chercher pour voir la vérité. Donc tu es une humoriste d'investigation. Tu n'es pas resté chez toi, donc on t'a dit tu es venu nous dire. Non, je mets les enquêtes partout. Voilà, tout à fait. Donc partout je mets les enquêtes. Même quand tu m'écris sur mon page, quand tu me tapes le message sur Facebook, tendance que non. Oui. Je te pose les questions, je prends l'avis de monsieur, je prends l'avis de madame, je prends l'avis des enfants, je prends souvent l'avis des voisins. Ça s'appelle l'investigation. Bientôt j'ouvre mon cabinet. Très bien, ça s'appelle l'investigation. Donc il y a ici la question, alors d'abord deux textes importants avant de commencer. Il y a cette convention de 91 sur le droit des enfants, une convention de Genève, mais également la loi d'orientation de l'éducation au Cameroun de 98 qui peuvent nous permettre de bien comprendre le contexte dans lequel on a plongé l'éducation de nos enfants au Cameroun sur la question des châtiments, punitions corporelles. Et là encore, on peut bien voir l'usage ou non du fouet à l'école et questionner d'ailleurs l'efficacité de l'usage du fouet à l'école. On doit bien comprendre que nous autres, d'une certaine génération, avons été victimes de cela et peut-être ça a porté ses fruits. C'est vrai qu'il y a cette boutade qui est souvent avancée pour nous nuire à nous, pour dire que le nègre ne comprend qu'un seul langage, celui de la chicotte. Bon, est-ce que ça doit nous couler la peau jusqu'à maintenant? On doit bien le comprendre. Et ensuite, il y a ce rapport entre monsieur et madame, mais comment on fait lorsqu'il y a une dispute qui intègre une tierce personne, du moins une personne qui en est l'origine. Et donc, il s'agit là d'une maîtresse qui, visiblement, a à cœur de bien faire son travail et qui estime que pour que cet enfant-là de CM1 qui n'a pas encore les notions du savoir lire ni écrire, elle estime qu'elle doit prendre des mesures drastiques pour amener cet enfant à avoir un niveau, parce que l'enfant accumule des lacunes inacceptables pour son niveau au CM1, au cours moyen 1, on ne doit plus être incapable d'écrire son nom. C'est vraiment c'est extraordinaire, c'est extraordinairement affligeant de se retrouver avec des enfants comme ça. Donc ça veut dire que l'enfant a accumulé de par la manière avec laquelle l'enfant a été éduqué par sa maman, enfant bébé au lait,
enfant qu'on dorlote, donc enfant qui fait des fautes et personne ne dit rien, donc du coup l'enfant a accumulé ces lacunes-là. Je commence par vous ce matin, Karine Santia. Pensez-vous que dans l'histoire de ce matin, cette femme ait raison de se comporter comme elle a fait? D'ailleurs, c'est la question que Tendance nous a posée ce matin. Alors, avant de répondre à la question, Eric, je vais d'abord dire qu'il faudrait qu'on fasse la différence entre un enfant qui est entêté, c'est-à-dire un enfant qui est têtu, comme on le dit souvent au quartier, et un enfant qui ne comprend pas assez vite les notions d'école. Maintenant, ces deux enfants ne sont pas pareils. Et pour une femme qui est allée à l'école revendiquer au point de plier les poings avec la maîtresse, je pense que c'est l'extrême. Soit c'est quelque chose qui se fait régulièrement, parce que personne n'est content de trouver des traces sur le corps de son enfant. Encore que, même quand on est à l'école, il y a une manière de battre sur cet enfant-là quand il est à l'école. Tu ne peux pas taper un enfant à l'école et il rentre à la maison avec des traces du fouet sur lui. Ça veut dire que tu faisais comment? Tu tapais partout? Qu'est-ce que tu faisais? Parce que généralement, les parents font quoi? On te tape soit la fesse, soit tu montres le bras et on te fouette. On ne tape pas l'enfant n'importe où de manière à ce qu'on voit les... Parce que si on tape un enfant à la fesse, ok, il va rentrer à la maison, ce ne sera pas évident qu'on trouve les traces parce qu'il avait quand même un vêtement. Si l'enfant a les traces sur le corps, ça veut dire que la bastonnade était loin d'être une bastonnade de correction. Ce n'était pas une bastonnade de correction. Et cette maîtresse-là, moi j'ai envie de dire qu'elle est décevante. Ça veut dire qu'elle a manqué toutes les stratégies possibles. On apprend ça aux enseignantes de l'école primaire. Voilà, on apprend cela à l'école primaire. C'est-à-dire quoi? Une enseignante a la possibilité d'amener un enfant à comprendre ce qu'il doit comprendre. C'est la pédagogie. Tous les enfants ne sont pas les mêmes dans la salle de classe. Ça veut dire qu'il y a une méthode qu'on donne à ces enseignantes-là pour pouvoir mener à bien leur travail. Si elle parvient à arriver au foyer et à ce point, ça veut dire que non seulement elle a échoué sur son premier travail de base, soit c'est l'école qui a échoué sur le premier travail de base, d'apprendre l'enfant peut-être à écrire son nom et autres. Maintenant, elle arrive à un niveau... Vous trouvez que ce mari, lui, il a raison? Non, je ne suis pas encore arrivée à lui. Il n'a pas raison. Je ne suis pas encore arrivée à lui. Oui. Maintenant, moi, je parle d'abord de la maîtresse. Maintenant, cette dame, la maman de cet enfant, elle est extrémiste, elle gère les choses avec beaucoup de sentiments, elle ne prend pas le recul pour analyser les choses avant de faire. Parce que si j'avais été à sa place, par exemple, je serais allée à l'école, poser mes ultimatums à la directrice pour dire que même s'il faut battre sur mon enfant, qu'on le fasse d'une manière qui ne va pas me permettre de voir que... Parce que la maman n'a même pas besoin de savoir qu'on a battu sur son enfant. Parce que l'enfant lui-même, il a souvent honte de dire à maman, la maîtresse m'a tapé parce que je n'ai pas fait le devoir. Encore que l'enfant ne doit pas faire son devoir seul, il n'est qu'au cours inventaire 1. Maintenant, deuxièmement, le papa qui interdit sa femme d'aller à l'école revendiquer, moi je me dis que c'est un homme qui a abandonné l'éducation de son enfant, soit à la maman, soit à l'école. Il a abandonné l'éducation et pourtant, les devoirs de l'enfant se font par qui? Par les parents. Les parents accompagnent l'enfant à faire ses devoirs. Il peut y avoir une femme qui ne comprend pas, qui n'est peut-être pas allée à l'école pour savoir ce qu'on fait en classe. C'est à lui de rentrer le soir, demander, Junior, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Viens, on travaille ensemble. Il n'est pas ce genre de papa-là. Donc, il a raison de dire même à sa femme de ne pas y aller. Il a abandonné. Vous dénoncez ce comportement. Oui, je dénonce ce comportement. Maintenant, qu'il ait battu sur sa femme parce qu'elle est allée à l'école, je pense que c'était pour sauver sa face à lui. Parce que déjà, en fonction de sa personne, de sa personnalité, c'était déjà un manque de respect. D'accord. Ok, c'est compris, hein, Karine Santia. Alors, Charles Lamel, l'histoire de ce matin, quand même, nous ouvre plusieurs brèches. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Alors, monsieur Eric Fopoussi, je commençais par dire que nous avons affaire à une femme irrespectueuse, une femme occidentalisée, une femme qui ne mériterait pas de vivre dans un foyer, qui mériterait d'aller vivre sur un ring de boxe, parce que c'est là où est sa place, monsieur Eric Fopoussi. Vous savez, l'homme est à la recherche d'une partenaire, pas à la recherche d'une adversaire. Le principe de chef de famille voudrait que lorsque l'homme a donné une instruction, la femme obtempère. Et chez nous, les Bantous, on avait l'habitude de dire, nos parents avaient l'habitude de dire que ma case, quand il parlait de la case, c'est chez lui, pas chez sa femme. Parce que l'homme ne partageait pas le même domicile que la femme, comme les occidentalisés aujourd'hui, qui dorment sur le même lit avec une femme lorsqu'elle saigne et tout ça, ça ne s'est jamais fait. L'homme disait que bienvenue dans la prison où le prisonnier n'a pas de droit, sinon le droit d'écouter
le chef de cellule. Et le chef de cellule, c'est lui, le patron. Donc, monsieur il faut possible. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que la femme a violé complètement le principe qui voudrait que l'homme s'occupe de l'instruction de la femme et que la femme s'occupe de l'éducation de l'enfant. Je reste encore sur la femme pour dire que la femme a triplement échoué. Monsieur Eric Fopoussi, la première chose, et je vous prends témoin, je prends Bambok à témoin, c'est que lorsque, pendant la croissance de l'enfant, la première chose qu'on lui apprend, c'est que lorsqu'un adulte te gronde, tu baisses la tête. Tu ne l'affrontes pas dans le regard. Tu ne le regardes pas dans les yeux. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Les enfants, que tu grondes, il est là comme ça, il te fixe dans les yeux. Oh, c'est considéré sur le bantou comme un défi. Allez maintenant savoir comment cette femme éduque cet enfant. Quel est le type d'éducation qu'elle donne à cet enfant? Et pour mieux comprendre cela, demandez-lui le nom que porte cet enfant. Était-ce le nom de son père? Était-ce le nom de son oncle, de son grand-père? Vous comprendrez que cet enfant a un certain laisser-aller qui lui est offert. C'est-à-dire qu'un ensemble de permissions, de permissivité, l'enfant se retrouve à faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Deuxième chose, monsieur Eric Fopoussi, nous avons la punition. La punition est masculine et non féminine. Que les femmes arrêtent de croire qu'elles ont la liberté de punir un enfant. C'est le père qui punit. La preuve quand l'enfant pose un acte, on dit, ah, attends ton père, je vais dire à ton père ce que tu as fait. Laisse qu'il rentre. L'enfant a 3-4 heures pour négocier avec sa mère. Que maman, pardon, ne dit pas à papa, tu connais comment papa est non, tu connais comment papa est méchant, non. S'il te plaît, fais tout ça, finit, c'est entre nous. Oui, parce qu'il faut que l'autorité du père soit restaurée. Tant que dans une famille, le père n'a pas l'autorité de gronder. Lorsqu'il gronde, tout s'arrête. Même la télé, on baisse le volume de tout. Tant qu'on n'arrive pas à ça, ça veut dire que vous n'êtes pas chez vous, vous n'existez pas. Vous êtes une femmelette dans votre foyer. Quand vous prenez la parole, monsieur, il faut aussi pour tonner. Non, même les voisins s'arrêtent. Ah, le monsieur là, il a pris encore la parole chez lui. C'est ça. C'est ça le chef de famille. Oui. Alors, lorsque l'homme dit à sa femme, madame, vous ne sortez pas. La deuxième chose, lorsque vous rentrez à la maison et que vous constatez, le père, chaque parent connaît son enfant. Monsieur Eric Fopoussi, je connais les enfants. Chaque père connaît ses enfants. Il sait que celui-ci est extrêmement têtu. Si le père allait jusqu'à dire à la mère, laisse, c'est parce qu'il connaît qui est l'enfant. C'est parce qu'il connaît le comportement de l'enfant. Parce que la première personne évalue sur le père. Lorsque le père dit, on l'a fouetté, il dit, amen, ouvre des habits, toi, il enlève, il regarde. Si ce n'est que des traces de la chicotte, il dit, non, ça va laisser. Donc, monsieur Eric Fopoussi, d'où vient-il donc que la femme se lève pour aller combattre la maîtresse? En allant combattre la maîtresse, première chose, elle remet l'homme dans un autre problème. Parce que l'enfant va être traduit au conseil de discipline, si conseil de discipline il y a. L'enfant va être viré de l'établissement, chassé de l'école, qui plus est peut-être à 2 pas de la maison. L'enfant va se retrouver, en attendant qu'on ouvre les contentieux, tout ce qu'il faut, l'enfant se retrouve à la maison, ça sera encore au père. Et à cette même femme de venir dire, voilà, on allons chasser l'enfant de l'école. Il va alors fréquenter où ça sera encore au père de chercher où ramener, ou amener encore cet enfant. Donc voilà pourquoi je vous dis que les hommes souffrent énormément. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont perdu cette niaque de dire stop. Et quand on dit stop, tout s'arrête. La femme gagnerait à épouser le silence. Parce que ma grand-mère disait tout le temps à mes soeurs et à ses filles que ma chérie, lorsque ça te dépasse, garde le silence, parce que le silence est la seule arme qui ne te trahira jamais. Voilà. Le silence est la seule arme qui ne trahit jamais. On va traduire ça comme ça. Alors, Bambok Bengan, de quoi il s'agit concrètement dans l'histoire de ce matin? Il s'agit d'un problème que vous connaissez tous. Manque ou alors raté de socialisation de l'école des Blancs chez nous. L'école avait été présentée comme le cadre par excellence de la socialisation. Et la Grande Royale vous avait prévenu. Ce qu'on va y perdre vaut-il ce qu'on va gagner. Et dit, l'école nous apprend à vaincre sans avoir raison. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que nous nous sommes appropriés de cette école pour essayer d'y mettre nos valeurs? Comment corriger l'enfant? Comment encadrer l'enfant jusqu'à son plein épanouissement?
nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait et nous nous sommes mis à la course de blanc qui, lui, il n'a pas de société, il n'a pas de culture, ou sinon, il a une culture guerrière et pas de repères. Et pour ça, aujourd'hui, que nous qui avions des repères, on se cherche, puisqu'on suivait ici, le programme a fait, s'il faut taper, on dit que non. En France, on ne tape plus. En Allemagne, on ne gronde même plus. Bon, on se met à suivre. Voilà, nous sommes dans un système où on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, on a manqué le cadre normal de la socialisation de l'enfant. Ici, l'homme, le type à plaindre, en fait, c'est l'homme. C'est l'homme. Parce que là, cette femme, s'il n'avait pas porté la main sur cette femme, je lui aurais demandé d'engager la procédure de divorce. Merci, parce qu'en fait, cet homme n'a plus d'enfants. Ou alors, son épouse va amener ses enfants il va les élever contre leur papa. Oui. Parce que l'homme ne l'a pas soutenu. Précisément parce qu'il n'a pas daigné, j'allais dire, obéir aux instructions de son mari. Elle va à l'école et les problèmes qu'elle va poser à l'école, d'abord cet enfant sera toujours enseigné par la même maîtresse. Il y aura un conflit. Maintenant, et si l'enfant est exclu, la femme n'a pas intégré cela. N'a pas intégré cela. Et non seulement l'éducation de l'enfant sera perturbée, son propre foyer est perturbé. À ce moment, je conseille à cet homme de rester sur le qui-vive. Vraiment, s'ils en ont un, si c'est le seul, d'accord, ça peut aller. Il s'en tient. Oui, il dit, bon, il commence à voir ailleurs. Oui. Parce que cette femme, bon, espérons qu'elle peut changer. Mais voilà, de mon point de vue, le problème qui se pose là. Tel que s'engager, c'est impossible, puisqu'elle s'imagine que cet homme sorte avec son mari, avec la maîtresse. Voilà. Donc elle a déjà des scénarios. Il faut donc engager la procédure de séparation. Avec cette femme-là. Donc, bon, vous dites que cette femme, dans sa posture, est en train d'opposer son mari à son enfant. Absolument. Et c'est comme ça que l'enfant va grandir avec l'idée que son père ne l'aime pas. Justement, parce que cette femme, je ne la vois pas en train de demander les excuses à son mari. Elle va dire, n'est-ce pas, il me tape même devant les enfants. Il m'a tapé devant les enfants. Quelle autorité? Elle, oubliant que c'est elle qui a tapé sur son mari. Merci. En fait, c'est elle qui a tapé sur son mari dangereusement en refusant d'obéir à l'autorité de son mari. Mais d'abord, c'est là le problème. Maintenant, s'il fallait même bagarrer avec les maîtres et les maîtresses, elle est plus forte que son mari. Voilà. S'il faut même donner des coups de poing, il y a un cas d'agression. Pourquoi elle est prompte à aller l'affronter? Puisque, en fait, dans la maison, c'est l'homme qui ferme la porte. Merci. Pourquoi l'homme doit vérifier que la porte est bien fermée? Et tout le monde est là. Qu'est-ce qu'il a? Et dit, mais madame, d'habitude, là, j'avais trouvé que la bouteille de gaz est souvent versée, tu as fermé. C'est ça. Même si l'homme dort le premier, quand tout le monde dort, il se lève toujours. Même si il a dormi à 19h30 peut-être parce que les activités professionnelles ont fait qu'il rentre fatigué. Quand il se rend compte que madame finit de regarder ses feuilletons, les enfants, tout le monde dort, il se lève. Il vient encore contrôler tout le monde. Et cette femme ne veut pas, comme je veux dire, elle ne veut pas vivre dans un cadre harmonisé et discipliné. Elle pense que la vie, on peut faire n'importe quoi, y compris l'école qu'elle ne connaît pas. C'est pour ça que vous avez cité les tests tout à l'heure. Je souhaite qu'on revienne. Et c'est pour ça que je ne cesserai jamais d'interpeller le chef de l'État. Il enlève un Georges Ngango, par exemple, le jour où il est en train de clôturer un séminaire pour la monétisation. Voilà, et vous parlez des choses. Il faut que les pédagogues, les enseignants, eux qui nous disent quel est le problème, comment doit-on punir nos enfants à l'école. Mais c'est le politique qui vient décider. Le politique décide du contenu du livre. Le politique décide s'il faut taper ou pas. Et l'enseignant n'est pas associé à cela. Et si l'enseignant est associé, il est associé pour venir valider les décisions du politique. Non. D'accord. Moi, j'ai dit avec les autres enseignants, chaque fois que j'explique, j'ai eu ce tournant avec mon papa, il dit, on était président.
J'ai dit à la maison, les miens, s'il faut taper, vous tapez. C'est à vous de juger. Corriger. Et bien. Tapez. D'accord. C'est compris. Mais je rappelle que les textes, quand même. Oui, C'est important. C'est nous qui disons que corriger. Corriger. Et lorsqu'il rentre, on dit, on t'a fouetté aujourd'hui. Oui. Tu as fait quoi? J'ai fait, prochainement, ne fais plus. Moi, vous appelez le maître devant l'enfant pour le féliciter. J'aimerais ajouter que le corrigé auquel vous faites allusion ici, c'est un corrigé qui peut marcher sur un enfant, parce qu'il y a des enfants qui sont durs de compréhension par nature et que vous aurez fouetté autant de fois que vous voulez, ils ne comprendront jamais rien. La correction allait de manière graduelle. Oui. Ça a commencé d'abord dans la salle de classe par la maîtresse. Lorsque ce n'était pas fait, le père lui-même arrivait dans la salle de classe, balançoire. Lorsque ça n'était pas résolu en classe, on attendait l'arrivée des couleurs. Mais ça allait de manière graduelle. C'est que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire que chaque enfant a son procédé d'éducation individuelle. Parce que tous les enfants, c'est pas la commande. Ce n'est pas irrecevable. C'est irrecevable. C'est vous qui... Non, monsieur, je connais des enfants qu'on a bloqué, à qui on a bloqué l'avenir parce qu'on a utilisé la mauvaise méthode pour les faire avancer. Et d'ailleurs, contrairement à ce que vous pensez, ces mêmes enfants qu'on croyait Dunkov, qu'on croyait faibles et tout ce qu'on peut imaginer, nuls, ont été repris par d'autres personnes qui ont utilisé une méthode beaucoup plus soft et ça a marché. C'est pour vous dire que la pédagogie, le principe d'enseignement, et ça les parents le savent, c'est pourquoi ils font psychologie c'est pourquoi ils font psychologie, ils font ça parce que ils doivent analyser, est-ce que cet enfant-ci, est-ce qu'il faut... Les enfants sont tous dans la classe, là, est-ce qu'il faut la carotte ou le chou? Est-ce qu'il faut le bâton? C'est ça, il faut pouvoir analyser ça et savoir quel enfant on a en face de soi. Oui, vous avez raison, chacun est un individu. Mais cet enfant qui a résisté au fouet ou alors qui a pensé autre chose, on l'a nuit, ça veut dire que ces deux enfants ne parlaient pas les deux parents ne parlaient pas d'une même voix. Parce qu'on lui aurait appris que l'école c'est un système de socialisation. Quand on te fouette, on ne te déteste pas. Absolument. Voilà, mais maintenant le principe d'amener l'enfant à comprendre, justement le maître arrivait à la bastonnade dans le cas extrême. Il commençait par des petites punitions, tu vas ramasser les papiers dans la cour, va faire ci, va faire ça. Mais toi, donc ça allait de manière graduelle et justement pour regarder si l'enfant est obéissant, assidu et tout, il y a des principes. Mais précisément lorsqu'on commande, mes enfants, on peut taper mes enfants, l'enfant deviendra têtu. Et cet enfant, même à l'école, on ne saura pas que maman à la cuisine lui dit toujours qu'on ne tape pas. Partons du principe que l'enfant n'appartient pas au géniteur, mais l'enfant appartient au village. Lorsque vous avez donné naissance à un enfant, il n'est plus le vôtre. Il est la communauté de la communauté. Non, nous sommes tout à fait il est la propriété de la communauté. Nous sommes tout à fait d'accord sur ce principe. Si la voisine, il vient quand jour, la voisine vient à corriger cet enfant, cette femme irait bagarrer avec la voisine parce qu'elle a corrigé l'enfant. Alors, Tendance va également dire quelque chose sur l'histoire de ce matin. Mais 9 mois de grossesse. Hey! Maman, ça fait mal, Emma. Ça fait vraiment mal. Ce qui va te dire que quand on accouche, ça ne fait pas mal. Ça fait bien mal. Sans les contractions à l'heure, n'en pas. Ça fait franchement mal. Même si tu fais comment, ça fait bien mal. Si tu as mon message, ne passe pas par mon enfant, pardon. L'enfant peut faire que je suis à l'école, tu m'appelles. C'est moi la mère, comment il tape l'enfant. Si on ne tape pas mon enfant, il me fait comment? Je paie. Oui, quand l'enfant arrive à la maison, on ne fait pas les devoirs. Tu ne peux pas taper l'enfant au point où je vois les traces. Non, quand même. Mieux tu me tapes. Au lieu de taper mon enfant, le genre, mieux tu me tapes toi. L'enfant de qui? On va voir mon enfant avec les traces partout. L'enfant ne peut pas faire le devoir, tu le punis. Tu peux m'appeler au téléphone, tu vois la mère de Belleville, pardon. L'enfant s'est têtu, ses devoirs, il ne fait pas, je ne vous comprends pas. Je connais la punition que peut infliger à mon enfant en bon français. Je peux dire à l'enfant que je te prive de tout ce que tu aimes. Mais le fait de le laisser partir à l'école sans avoir fait son devoir. Dans certaines écoles, il y a des gens qui mettent sur pied des convocations. Oui, mieux tu me convoques. Mieux tu me convoques. Ou encore, tu peux me dire à l'enfant que tu vas m'écrire telle chose dans 2 pages. Ça fait partie de la punition.
Soit tu dis à l'enfant que comme c'est l'heure de la récréation, tu ne sors pas nos bougies. Ça fait partie de la punition. Mais il a commencé Mais par au là. niveau de la bastoura, dis-moi, tu peux me dire à l'enfant que plante les choux. Mais à nos jours, si. Après, Et les enfants qu'on a tu pris viendras sont encore vraiment dire fragiles. que mon enfant vous lui privez son goûter. Vous êtes Non, qui? tu peux dire à l'enfant de Priver son planter les goûter. choux à l'école devant Ah, ses amis. même ça. Tu peux me dire à l'enfant de remplir. Moi, à mon époque, on nous demandait de remplir une bouteille d'eau avec la cuillère. Chez M. Pangui et Emmanuel, c'était grave. Dans mon village. Moi, il mettait le bidon, il mettait la bouteille, il met un seau à côté, il dit que, ok, tu vas remplir la bouteille là. C'est comme ça que j'ai puisé avec la cuillère. J'étais cheftaine. Quand tu tapes l'enfant, tu rends l'enfant rebelle. Une comme moi, là, Sophie, à mesure qu'elle grandissait, qu'elle disait que ouais, ce n'est pas bien comme je me comportais quand elle était petite. Madame Katama a connu. C'est elle qui m'enseignait qu'elle faisait l'acide. Un jour, elle m'a tapé, j'ai rendu. Je l'ai mordu, j'ai arrêté, ça m'a croqué. On a convoqué mes parents. J'étais encore naïve, mais je ne mets pas aux enfants d'aller croquer leur maîtresse. Voilà. C'est maintenant que maman avait dit que on va mettre les katakas en patois, que tu la tapes jusqu'à. Donc, on va mettre les nains sont tués. Tu la tapes jusqu'à tu me prends dans sa bouche. Papa, elle m'a tapé, ça m'a fait ma gilet mordu. D'accord, ok. Et ça m'énerve, on ne doit pas mordre la maîtresse. C'est bon. Mais, punis-moi en Tout est disant appris. que bébé, aujourd'hui là, les maths, donc ton cahier de mathématiques ou encore ton livre de mathématiques là, tu vas prendre les 5 premières pages, me copier tous ces mettre et mettre la réponse. Mais pas que tu me si mon enfant meurt. D'accord, ok, c'est bon. On va lire. Et les deux parents On sont- va lire les messages rapidement avec Karine Santia ce matin, madame, monsieur, puisque vous également souhaitez avoir voix au chapitre en réagissant à toutes ces questions que nous soulevons à travers cette partie de l'émission avec vous, Karine Santia. Alors, le premier message est celui, bon, le contact n'est pas, le nom n'est pas relevé. Ok, le temps, on va revenir au message. On nous signale que le temps est dangereusement écoulé, donc on va rapidement prendre la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la mort de l'école au Cameroun. L'école est morte au Cameroun. Comment comprendre tous ces détournements liés à la gestion de l'école au Cameroun? L'école rapporte beaucoup d'argent. Oui, ils sont riches. On les voit faire. Mais pour quel type de résultat? Comment comprendre que ces gros bonnets de l'éducation aient profité des fonds de solidarité pour hypothéquer les primes de rendement des gens maigres et humiliants? Comment comprendre que ces gros bonnets de l'éducation ont tout fait pour orienter l'assurance scolaire vers un compte, mieux une destination inconnue? À quoi sert même l'assurance scolaire? Comment comprendre qu'après 2 mois de classe, septembre, octobre, novembre, 2 mois de classe, aucun enfant n'est assuré dans les collèges et lycées? Rappelons-nous de la petite Gono Sylvie qui a eu un accident de circulation là-bas à Yaoundé, en Guaïkele. Elle allait à l'école parce qu'en retard, elle s'est fait percuter devant l'établissement. On l'a transportée à l'hôpital. Il fallait payer. Et c'est là qu'on a découvert que l'enfant n'est pas assuré. Qu'aucun enfant n'est assuré. Pourtant, les parents payent l'assurance. Grosse escroquerie. Dites-nous, aujourd'hui, où va cet argent de l'assurance? Vraiment, dites-moi, à quoi servent les bibliothèques non rénovées après les bouleversements observés dans les programmes et la documentation, si l'objectif n'est pas celui de tuer la lecture au Cameroun? Je suis rentré dans certaines bibliothèques des écoles, de certaines écoles. Je me suis rendu compte que les livres sont poussiéreux. Les livres issus des dons,
n'épouse en rien les programmes. En rien les programmes scolaires au Cameroun. Vous vous retrouvez avec des livres qui racontent tout autre chose que ce qui est dispensé aux enfants. Une grosse dichotomie. Comment comprendre qu'on veut que l'enfant soit intelligent sans lire? Lire quel type de livre? C'est mis en rayon par l'équipe de Marcelin Vunda et toi, Roger Forgouet, Jean-Paul Common. Voilà les livres que vous avez mis. La sexualité a problème. Comment comprendre qu'à 2 mois de la rentrée scolaire, ces gros bonnets ne cessent de se moquer des activités de la coopérative scolaire? Vraiment, dites-moi, existe-t-il encore une coopérative scolaire? Savez-vous qui sont allés jusqu'à bloquer l'argent du travail manuel, faciliter la non-identification des élèves? Grosse incongruité pour un pays qui lutte contre l'insécurité. Voilà, depuis 2 mois, absence de détecteurs de métaux, agression des professeurs au couteau, bagarre des élèves à la lame. Comment en arrive-t-on là? Oui, permettez-moi de vous dire que l'État a décidé de ne pas servir à temps les cartes d'identité scolaire aux élèves cette année. Conséquence, sur les axes routiers, on les fait descendre des bus, on les fait asseoir, parce que nos enfants d'aujourd'hui poussent comme s'ils étaient engraissés avec du soja. On les fait asseoir, pourtant ce sont des élèves. Comment comprendre qu'aujourd'hui, l'argent des carnets mensuels ou bulletins que les parents ont pourtant versés ne soit pas encore remis aux établissements? Les carnets, les bulletins. Comment comprendre que ces gros bonnets ont décidé d'enterrer la culture lorsque dans la majeure partie des établissements scolaires, il n'existe pas de clubs culture qui mettent en exergue véritablement la culture du Cameroun? Permettez-moi de vous dire que l'objectif de ces gros bonnets de l'éducation, c'est de décourager les apprenants à la recherche. C'est au Cameroun, pays des grands ingénieurs et scientifiques, qu'on peut faire 2 voire 9 mois sans entrer au laboratoire, d'ailleurs qui n'est point encore équipé, si ce n'est par un matériel obsolète. Comment comprendre qu'à ce jour, les parents donnent de l'argent, du médicament, on refuse de fournir la pharmacie? Chers parents, prenez la peine d'aller visiter l'école où vous fréquentez votre enfant et demandez à voir la pharmacie. Non, pardon, l'infirmerie. Vous allez pleurer. Comment comprendre qu'on parle d'orientation scolaire sans conseiller d'orientation et qu'on parvient à faire des rapports sur les journées qui n'ont jamais eu lieu, faute de moyens? Savez-vous par exemple que l'orientation conseil, qui a même voulu condamner la drogue en milieu scolaire, est un mort-né? La preuve est ce qu'il parle. Les conseillers d'orientation sont moqués par leurs camarades, sont moqués par les autres enseignants. Nous sommes à 2 mois de la rentrée et les enseignants continuent d'enseigner sans matériel didactique, c'est-à-dire sans craie, sans stylo, sans cahier, sans registre, sans rame de papier. Comment donc comprendre que ces gros bonnets de l'éducation soient incapables de refaire le tableau? Pardon, la régie, revenez sur le tableau. De l'école à Niebel, revenez sur ce tableau, pardon. Voilà les tableaux sur lesquels on enseigne nos enfants. Ils vont lire quoi? La colère de Charles Hamel de ce matin nous plonge dans le domaine et la sphère de l'école au Cameroun. Je rappelle qu'en 2018, la loi de finances consacrait près de 637 milliards de francs CFA aux 3 ministères qui ont en charge l'éducation au Cameroun. Le ministère des enseignements secondaires se taillait la part du lion avec 365 milliards de francs CFA comme cagnotte de ce budget. Le ministère de l'éducation de base était à 210 milliards de francs CFA et puis le ministère de l'enseignement supérieur, lui, était à 61,4 milliards de francs CFA. Donc, on va dire sur un budget de 4513 milliards de francs CFA, le budget global de l'État, 637 milliards étaient consacrés à l'éducation, on va dire la plus importante des enveloppes. Mais pourtant, on se rend évidemment compte que cette éducation-là est toujours en proie à les infrastructures insuffisantes et à ces différents manques
et manquements d'ailleurs, voire manquements définis et décrits ce matin par Charles-Amel Mbachou. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre cela? Est-ce que c'est une mauvaise gestion de cette enveloppe budgétaire qui est mise en place? Est-ce que c'est un choix délibéré de ne pas augmenter cette cagnotte? On verra bien pourquoi cette gangrène persiste et va devenir finalement un cancer qui va complètement nuire et décimer notre système éducatif. Donc, Bengan, comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que ceux qui gèrent l'école après les indépendances n'étaient pas disposés à le gérer parce qu'ils d'abord ils combattaient ce que c'est que l'indépendance parce qu'ils ne connaissaient pas, ne savaient pas ce que c'est et ils se sont mis, on les a placés là en donnant des directives qu'ils ne connaissaient pas ou alors ils ont même refusé d'apprendre parce que Albert Einstein, que tout le monde connaît sensiblement, avait dit ceci: tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, il passera toute sa vie entière persuadé qu'il est totalement stupide. Fin de citation. Donc, c'est ce que vous dites, la question que vous me posiez tout à l'heure. Oui. Or, il y a 2 livres écrits par 2 enseignants, malheureusement qu'on a mis de côté. Le premier, c'est Jean-Marc Ella. Il a écrit un livre, je pense, en 1971 aux éditions Clés, La plume et la pioche. Un autre enseignant qui est là, allé dans ce sens, on a vite fait de l'enlever du circuit. Il est maintenant dans le cinéma depuis 25 ans environ. Il s'appelle Basek Bakobio. Il a écrit un livre, on appelait, on a choisi le maître du canton. C'est ça qu'on a transformé en cinéma Sangomalo. Sangomalo, oui. En fait, c'est pour dire quoi? C'est ce qu'on vous apprend aujourd'hui. Hier, j'ai discuté avec les enseignants. Ils sont venus me rendre visite à la maison. Ils me disent, approche par compétence, c'est comme ça que vous appelez. Voilà. L'élève, l'apprenant, c'est ça, doit comprendre son milieu, on doit l'éduquer l'intérieur par rapport à son milieu. Mais quel est donc le milieu de cet enfant? Justement, voilà, Charles Amel a relevé les choses. On se trouve à voir les enfants de l'école primaire qui viennent avec la drogue. Il y en a qui bagarrent avec les lames, qui viennent avec le couteau. Et le souverain et leur maître ont peur d'eux. Vous allez dans nos lycées, c'est la même chose. L'année dernière, on a arrêté une trentaine d'élèves du lycée Jos. Parce qu'à Douala, c'est quand même parmi les établissements les plus impliqués. Justement parce que, au départ, pourquoi on est arrivé là, je vais terminer. Le premier plan quinquennal qui a régi le Cameroun de 1960 à 1965 fonctionnait sur la base de fonds d'investissement pour le développement économique et social des pays, tout le développement économique et social des pays d'outre-mer. Et c'est ce fonds FIDES. Il y avait, on vous dit, non, c'est J. Oriol, c'est Mamadou, bon, on pénait et tout. Mais l'autre contenu dedans, c'était quoi? Or, on a eu des parents qui ont eu la bourse, sont allés, mais avant d'aller à l'école pour étudier en France parce qu'ils étaient boursiers, on leur apprenait des choses au village. Rentrer à la maison maintenant, je parle de la promotion de Paul Biya, hein, de beaucoup de gens, mais ceux qui voulaient venir implémenter les joueurs alors à permettre au Cameroun de s'élever, on leur a dit non, vous restez en France. Il vous a interdit de rentrer chez vous. Alors qu'au départ, ils devaient rentrer. Ok. Donc et c'est ceux qui n'étaient pas préparés à éduquer, à instruire les enfants. C'est eux qui sont rentrés parce que le blanc était derrière. Aujourd'hui, vous faites le saupoudrage, ça ne peut pas donner. Laissez les enseignants s'asseoir, vous dire comment ça se fait. Une première tentative a eu lieu on a privatisé le CPR, où les enseignants s'étaient regroupés autour de la MEPER pour reprendre le CPR, mais le gouvernement a coupé court parce que justement, Mongo Betty, qui n'est pas du privé, avait trouvé l'idée géniale. Voilà. Parce qu'il veut appuyer les enseignants, on pense qu'il tire les bénéfices de son côté, alors que non, son bénéfice était justement pour que les enseignants prennent
et l'enseignement et le contenu des enseignements. Malheureusement, on va la voler. Et surtout les infrastructures et tout ce qu'il y a comme justement, parce matériel que autour. Pour qu'on vous donne des groupes scolaires, il faut que mon établissement, en son sein, on ait des endroits, des infrastructures pour le développement des activités post- et périscolaires. Donc mes enfants, mes élèves dans le groupe Mbobok ne doivent pas aller pratiquer le sport ailleurs. Ça doit se faire là. La bibliothèque doit être là. Même une salle où, si on veut punir un enfant, il doit aller dans une salle d'études. Très bien. Alors, Karine Sontia, quel est, votre regard, le regard que vous portez sur cette situation? Alors, la mort de l'école au Cameroun est située à plusieurs niveaux. Et le premier niveau, déjà, c'est la division des pouvoirs dans la gestion de l'éducation des élèves. C'est des apprenants. C'est-à-dire quoi? La division du ministère de base, ministère d'enseignement secondaire, supérieur. Donc, pour une seule chose, pour ce qu'on appelle l'éducation, il y a 4 ministères. L'éducation de base, enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et l'innovation. Il y a aussi la formation professionnelle. Il y a la formation professionnelle qui entre dans l'éducation de l'enfant. Alors, quand on divise cela, on veut bien penser qu'on l'a fait pour pouvoir permettre à chaque pouvoir de jouir d'une certaine autonomie pour mieux gérer ce qui entre dans sa gestion. Maintenant, puisqu'on a des enseignants qui sont formés et qui sortent de l'école avec le désir de travailler pour réussir parce qu'on a fait l'école pour le matricule, je ne pense pas que l'école pourra survivre. La plupart de nos enseignants dans les écoles publiques et les lycées sont des enseignants qui, pour certaines en tout cas pour ceux qui entrent maintenant, sont ceux-là qui ont été déçus par peut-être l'université publique. Certains entrent dans les écoles pour pouvoir se former et sortir, gagner de l'argent. Parfois, vous allez voir un enseignant du lycée, mais il enseigne dans 4 ou 3 collèges le même jour. Alors, avant d'arriver chez vous, il a déjà validé 3 à 4 heures de cours ailleurs, ce qui lui permet d'avoir au moins 10 000 francs la journée avant de venir dans votre lycée. Vous pensez qu'il va donner quelle leçon à cet enfant? Peu importe le degré de pédagogie qu'il aura. Maintenant, pourquoi on arrive là? Il y a aussi le travail du conseiller d'orientation qui est minimisé parce que dans le fond, les uns et les autres n'ont pas été imprégnés de ce que ça comporte. Un conseiller d'orientation, par exemple, dans les lycées et collèges, on ne le voit que le jour de l'orientation scolaire. Dans le jour où on célèbre la journée de l'orientation scolaire, c'est ce jour-là qu'on le voit parce qu'il y a les établissements supérieurs qui sont venus faire l'exposition et tout. C'est ce jour-là qu'on sait. C'est bientôt, je pense, c'est en novembre. Oui, c'est généralement en novembre. C'est en novembre, je pense. Oui. C'est bientôt. Quand les jeunes sont déjà inscrits, là en novembre. Vous voyez par exemple à l'école. Et vous terminez par là, Karine. Vous voyez à l'école, pour orienter un enfant vers les séries scientifiques, techniques et autres, on décide avant lui, sans même tenir compte d'une interrogation avec l'enfant, sur ce qu'il aime, sur ce qu'il veut et ce qu'il souhaite être. Vous voyez, sur son bulletin, on a déjà mis C ou A, sans même interroger l'enfant ou son parent. Ok. Alors, cher Lamel, vous avez des ajouts à faire sur le décryptage de cette question liée à l'école, de la déliquescence. Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de vous dire que l'État est devenu un braqueur sauvage, un monstre froid. Pourquoi je le dis, monsieur Eric Fopoussi, le président de la République a dit que l'école est gratuite. Elle est. Est-ce qu'elle est gratuite? Et le président de la République a dit que l'APEE est facultatif. Facultatif. On oblige les parents à payer avant d'abord l'APE et l'inscription après. Les parents se taisent. Monsieur, il faut pousser, les parents versent même les frais d'inscription, le gouvernement confisque. Mais dites-moi, aide-t-il encore ces pauvres populations? Deuxième chose, les parents cotisent même un peu d'argent pour payer les enseignants vacataires, les proviseurs, les harcèlent, pour acheter les matériaux didactiques, la craie, les registres, en attendant que l'argent arrive. Savez-vous, monsieur, il faut pousser que les travaux pratiques dans le domaine des enseignements techniques industriels, dans les lycées techniques, c'est bloqué. Ils n'ont pas encore fait les travaux pratiques. Pourquoi les financements sont calés dans les banques sollicitées par le MINESEC? Voilà là où on se retrouve dans un pays où, monsieur il faut pousser, j'ai fait un tour dans les écoles françaises et les écoles américaines.
au Cameroun, hein, à Douala précisément, les écoles françaises et américaines. Je me suis rendu compte que chaque année, lorsqu'un iota bouge dans le programme scolaire, on modifie toute la bibliothèque. Monsieur Eric Wapoussi, lorsque les enfants vont en congé, en revenant des congés, la bibliothèque a été modifiée. On a ajouté des livres, on a enlevé certains livres pour les livres qui respectent la pédagogie, monsieur Eric Wapoussi. D'accord, ok, c'est compris, Chalamel. Alors, tendance Kenyé, l'école, on parle aujourd'hui de l'école au Cameroun qui ne vaut rien. Ce que je sais, c'est que la majorité des enfants maintenant dans nos établissements sont devenus que les fumeurs de manga. Les établissements scolaires qu'aujourd'hui on vend que le whisky en sachet devant. Tu vois, il y a un lycée ici qui veut taire le nom parce qu'il y a des aides qui ne parlent plus trop. Tout le monde connaît là-bas que les enfants, la majorité des enfants qui sont là-bas, ils prennent le sachet. Le whisky en sachet qu'on ne doit même pas vendre dans les établissements scolaires, mais on vend. D'accord. Un peu mon Ok. Le whisky en sachet. D'accord. Madame, monsieur, on m'a marqué une courte pause. C'est la fin de cette première partie. Dans quelques petites minutes, la deuxième partie. À tout de suite. Le cadre normatif de cette émission, puisque les règles édictées par ce programme demandent qu'à 11 h, nous puissions donner du temps à vos différents avis, vous qui avez envie d'avoir vous aussi voix au chapitre. Et pour cela, on va essayer de faire avec vous Karine Sondia. Alors, le fait qu'on ait cessé de frapper les enfants a rendu les élèves paresseux et faibles. Moi, je suis pour les bastonnades à l'école. Guillaume de Yagua qui envoie à ce message. Donc, Amina de Bonabéry, pour moi, la maîtresse n'a pas le droit de bastonner cet enfant à ce niveau. Là, c'est pas du tout normal. Un autre message, comment l'enfant a fait pour atteindre le CM1? Soit c'est l'école qui est médiocre, soit c'est le système éducatif qui est mal formaté. J. Cédar de Yaoundé qui nous écrit. Alors, moi, c'est Élysée, la loi et la constitution camerounaise interdit le fouet aux enfants et je pense que cette dernière a eu tort de réagir. D'autres messages concernant la colère de Charles Armel ce matin. S'il est vrai que cette femme a désobéi à son mari, non. S'il est vrai que cette femme a désobéi à son mari, ce dernier n'avait pas à réagir ainsi. Il faut corriger l'enfant, mais tout le monde n'est pas pareil. Tout dépend de la méthode utilisée pour le ramener. Mais pour le ramener, le fouet n'est pas toujours la bonne solution. Conseil d'orientation existe-t-il encore? Endom Gang Denla Futuni qui nous écrit. Ce que j'ai envie de dire sur cette affaire des conseillers d'orientation, et chaque fois qu'on a l'occasion d'en parler, je le dis toujours, pour qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. C'est l'une des filières d'entrer à l'école normale supérieure qui demande toutes les licences. Donc là-bas, il n'y a pas de... On ne demande pas aux gens d'avoir forcément une licence en psychologie. Ce qui fait que vous avez des juristes, des mathématiciens, des physiciens qui font ce concours. Je ne sais par quelle manière, par quel extraordinaire ces gars réussissent à réussir ce concours, puisque les matières, là c'est psychologie, ils n'ont pas fait psychologie lorsqu'on a fait droit, il n'y a pas, et on a fait psychologie lorsqu'on est mathématicien. Comment ils réussissent à passer le concours d'école normale ayant été mathématicien? On me dit non, ils font les cours de répétition, mais là encore ça pose un véritable problème, parce que c'est un métier. Être conseiller d'orientation, c'est un métier. Et ça fait très bien. Vous avez en vous le destin d'un enfant. C'est vous qui dites le chemin qu'il va prendre. Et donc cela demande des capacités extraordinaires en psychologie générale pour savoir si cet enfant est prédisposé à quelle filière, à quelle carrière. Mais on a des bonhommes qui ont fait droit, qui ont fait mathématiques, géographie, histoire, qui viennent là, font le concours, réussissent par extraordinaire et on ne les voit pas faire leur travail. Ils sont en train de faire les affaires. Soit il y a un autre là qui se passe. Le problème, ils sont affectés au ministère du Commerce, du Tourisme, et ils vont là-bas, ils font leur travail. Donc c'est un véritable problème. On doit régler ça rapidement, sinon le Cameroun va continuer davantage à s'enfoncer dans le gouffre. Oui, ça fait partie, et là vous avez raison, d'un atelier
en 88, le jour où on enlève Georges Ngango. Oui. Effectivement, le problème s'était posé. Et on avait abouti à la conclusion que les gens, ils vont pour chercher le matricule et se déployer ailleurs. Tout à Comme fait. vous dites exactement. Oui. Maintenant, comment remédier à ça? Et ils ont dit que dans le sous-système anglophone, elle n'existe pas. Parce que le sous-système anglophone est organisé de telle manière qu'à partir de la classe de 4e, qu'ils appellent là-bas From Tree, l'enfant commence à se spécialiser. Va-t-il faire arts ou science? Ou science. Et voilà, et c'est pour cette raison qu'on avait proposé l'élimination de l'examen probatoire pour que effectivement la professionnalisation des enseignements dans le sous-système francophone commence assez tôt. Là, les enseignants commencent à évaluer l'enfant progressivement. Mais à fait. malheureusement, comme vous avez dit, c'est bon, pas le on est cas. là. On laisse Il y a les- encore que certains de ces enseignants, de ces responsables de l'orientation scolaire sont souvent ceux qui sont chargés des ressources humaines dans certaines entreprises. Donc, ils ne viennent là que de manière sporadique parce qu'ils savent que son travail lui permet de faire autre chose. Et du coup, les élèves sont là, ils s'orientent tout seuls. Le parent n'a pas la capacité nécessaire pour pouvoir orienter les enfants. Et encore moins l'enseignant parce qu'il n'est pas formé en orientation. L'orientateur, c'est celui-là qui a une psychologie de l'éducation, qui sait que voilà les aptitudes de l'enfant en fonction. Mais ce n'est pas trop ça qu'on voit dans nos écoles. Et généralement même, ce qui oriente l'enfant, c'est l'ami. Comme mon ami a fait la C, moi je vais aller faire C. Comme mon ami a fait la D, je vais aller faire D. Pour ne pas me séparer de mon ami. Et là, l'enfant s'égare. À un moment donné, vous allez voir qu'un enfant est resté dans une classe 4 ans. Il n'avance pas, il ne recule pas. Et pourtant, il s'est trompé d'orientation. D'accord. Donc, c'est clair qu'on doit cesser ça, je vous en prie, parce que c'est en train de nous foutre beaucoup de mauvaises choses pour ce pays. On ne peut pas aller faire un concours parce qu'on veut le matricule et pour aller se déployer ailleurs. C'est inacceptable, surtout pour un poste comme celui de conseiller d'orientation qui est, ma foi, cardinal, capital pour l'éducation. Vous voulez ajouter un mot, Charlamel, justement? Monsieur Rico, Allez-y. Vous vous attardez sur le contenant. Nous sommes sur le contenu. Le contenu, c'est qu'est-ce qu'on donne en termes de manuel. Monsieur Rifopoussi, prenez les cahiers des élèves de la CIL au cours moyen, deuxième année. Vous allez voir quel type de cahier les enfants utilisent. Je crois, monsieur Rifopoussi, et Mbambok ne va pas me dire le contraire, qu'à notre époque, on utilisait le cahier bananier. Le cahier bananier et girafe. Si vous vous rappelez, girafe. Monsieur Rifopoussi, le document était tellement dur, les feuilles étaient tellement dures que on se permettait même de faire la rature du bic. Il y avait une gomme pour le bic. Tout à fait. Vous réussissiez à faire, à gratter, à gommer, il y avait encore de l'espace. Aujourd'hui, les contenus, même c'est vide. Un. De deux, monsieur Rifopoussi, laissez un livre à un enfant, demandez-lui de faire le reading pour les anglophones. Demandez à l'enfant de faire la lecture. L'enfant est mort parce qu'il n'y a rien. On va de technique en technique, de programme en programme. L'enfant lui-même est perdu, monsieur Rifopoussi. Il est extrêmement perdu. Aujourd'hui, vous parlez du conseiller d'orientation. Vous parlez de ceci, vous parlez de cela. Lorsque l'enfant arrive à l'école, quelle est la psychologie, même la salle de classe? Est-ce que vous savez que dans certains établissements scolaires, on continue de déféquer sur les bancs? Bon, on a tous vécu ça. On revenait, on arrivait souvent en classe le matin et on se rend compte qu'il y a des gens qui sont venus déféquer sur C'est les le cadenas qui a manqué. C'est le cadenas qui a manqué. Monsieur Rifopoussi, l'argent du travail manuel est bloqué au ministère des enseignements secondaires. L'argent du travail manuel. D'accord. Et pourtant, c'est 365 milliards de francs CFA, le budget du ministère des enseignements secondaires. 365 milliards. Nous étions encore l'an dernier. Le budget pour 2018. Lorsqu'on Oui. parlait des examens, des examens sportifs, avant les examens officiels. Oui. Combien d'enfants se sont foulés les chevilles? Combien d'enfants ont vu leur cœur s'arrêter? Combien d'enfants se sont essoufflés, ont été couchés au bord du premier brancard, le trottoir? Combien d'enfants se sont retrouvés avalés des efferalgans? Monsieur, il faut vous rendez-vous compte que ça ne vaut pas la peine. Donc, il doit y avoir dans cette affaire une chaîne qui pose problème. Ça doit être des personnes véreuses. C'est au ministère. Des personnes véreuses. Au ministère. Oui. C'est au ministère que les gens détournent. C'est au ministère. Mais au ministère, il y a des gens, des personnes. Après l'éducation, monsieur, il faut pousser. Oui. Le ministère, après la défense,
en termes de colossaux budgets. On a la santé, on a l'éducation. La santé a le plus gros budget, rassurez-vous. Même comme on ne voit rien sur le terrain, l'éducation a le plus gros budget. Je vous le parler de 300. Même si la santé n'a pas encore atteint le protocole d'Abuja qui veut que le budget de la santé au Cameroun soit de 15% le budget par rapport, qui soit 15% du budget global de l'État. Donc on n'a pas encore atteint ça. Mais vous avez raison, Charles Hamel, on doit pouvoir utiliser à bon escient cet argent qui est voté pour l'éducation. Sinon, ça ne sert à rien de se battre tous les jours avec des gens qui estiment que lorsqu'il y a un matériel à acheter, il faut forcément détourner de l'argent pour aller faire ses affaires ou manger avec les petites copines. On va, madame, monsieur, enchaîner cette émission avec la revue des réseaux sociaux. Avec vous, Karine Zondia. Nalova Lyonga, la ministre de l'enseignement secondaire, c'est pas possible, demande le retrait du module à caractère sexuel déviant dans les livres l'excellence en sciences de la classe de 5e. On se rappelle que ce module avait suscité une vague d'indignation face au contenu et au regard de l'âge des enfants admis en cette classe dans nos lycées et collèges, tant sur la toile que sur les plateaux de débat. D'accord. Alors, il y a une chose que moi je ne comprends pas. Il me souvient, parce que c'est une affaire qu'on a longuement étudiée sur ce plateau. D'ailleurs, Charles Hamel, vous êtes d'ailleurs sur ce plateau le spécialiste de l'édition et du livre sur ce plateau du manuel scolaire. Alors, il y a une chose que moi je ne comprends pas et j'aimerais davantage comprendre. Il nous souvient que lorsque l'affaire éclate, d'ailleurs, elle commence sur ce plateau. C'est nous qui faisons l'alerte sur ce plateau. Nous sommes les premiers à le faire. Il y a une campagne de communication qui dit que le Premier ministre avait enlevé ce module-là. Alors, comment se fait-il que la ministre l'enlève encore? Parce que quand j'ai lu les journaux par rapport à cette information, j'ai donc appelé les libraires pour leur demander ce qu'il en est. Ils me signalent que NMI Education, qui est d'ailleurs l'éditeur de ce livre Excellence en sciences, avait déjà, il y a un mois, enlevé les pages. La page 61 à la page 70 de ce livre-là. Alors, comment expliquer cette décision de la ministre? À quoi ça tient? Alors, M. Eric Fopoussi, disons que le Premier ministre a instruit de ceci qu'il fallait retirer et Madame le ministre a acté. Un mois après, ou bien 2 mois après, je Vous connaissez comment fonctionne l'administration, elle a acté. Oui. Je pense ici, M. Eric Fopoussi, que 3 personnes doivent démissionner. Le professeur Marcelin Vundaïtoa doit déposer sa démission. Il n'est plus habilité à siéger dans cette commission. Le professeur Jean-Paul Commande doit démissionner. Ok, c'est bon. Il n'est pas appelé, lui aussi depuis appelé à gérer. C'est terminé. Oui. Je crois qu'il faudrait que Ferdinand, non pas, c'est pas Ferdinand Ngongo, que Séraphin Magloire Fouda se saisisse, le SGPN se saisisse, que le Premier ministre se saisisse et que cette commission soit définitivement déçue. Pourquoi je le dis, M. Eric Fopoussi? On arrive là parce qu'il n'y a jamais eu d'assemblée plénière. C'est 3 personnes qui se lèvent en disant on va choisir ceci. Non, on prend tel. Non, on bat tel. On peut prendre celui-ci. On peut laisser celui-là. On prend celui-ci. On a pris. On va déposer pour que les ministres signent. Les ministres demandent comment? Tous les ministres, éducation de base, éducation secondaire. Mais comment vous venez nous déposer les documents sans que l'Assemblée ait les visas des membres du conseil? Oui. Comment vous venez? On dit non, vraiment, c'est déjà. On verra comment le livre se retrouve à être validé, M. Nipopoussi. Ou on vous dit que le centre climatique de Tchang et à Boya. Marcelin Vundaïtoa et Jean-Paul Commande, ils n'ont pas de niveau. Il faudrait qu'ils démissionnent complètement, ils abandonnent ça. Deuxième chose, M. Eric Fopoussi. Vous avez oublié le fédéralisme qui est une forme de sécessionnisme. Merci encore, M. Eric Fopoussi. On se retrouve à faire des publicités, des choix du peuple. On se retrouve à faire des publicités, des produits. Depuis quand le livre est devenu un lieu de marketing sur ça, monsieur? Je me pose des questions. Non, on doit enquêter. Véritablement enquêter. Dans ce pays, le Conseil supérieur de la publicité doit se réunir. Merci. Parce que les gens auraient perçu de l'argent pour faire la publicité dans les enfants. Mais tout porte à croire que c'est ça, M. Eric Fopoussi. C'est la raison pour laquelle on appelle à leur démission. Ce sont eux, ce même groupe,
qui marchait ici là, de télévision en télévision, quand il fallait tirer sur Jean Tabi Manga. Voilà. Ils ont tiré sur Jean Tabi Manga. On a dit, ok, vous pouvez faire oui. Vous pouvez faire oui. Allez-y. Faites. Premier tour. Tout le monde ça. Monsieur, il faut pousser. Voilà des gars qui sont au volant du livre. Vous avez fini tout le monde sur ce plateau. Vous avez fini tout le monde sur ce plateau. En réalité, il faut pas qu'on soit trop dur en même temps parce que on nous signale. Non, ne soyons pas trop durs. Non, monsieur, il faut ne soyons pas trop durs. Il faut pousser. Parce qu'il faut quand même dire aussi. Et là, il faut attaquer aussi le politique. Monsieur, il faut attaquer le politique. viendra peut-être sur ce il faut sujet. attaquer le politique. Je finis. Est-ce que quand le Premier ministre prend la décision en novembre 2017 d'instituer le livre unique, est-ce qu'il a suffisamment étudié la faisabilité de ce projet politique? Monsieur, il faut pousser. Vous ne connaissez pas les gens qui sont là tous les jours à votre bureau, que l'on veut rencontrer le Premier ministre. On a mis des pressions sur le Premier ministre, monsieur, il faut pousser. Ils ont mis des pressions terribles sur le Premier ministre. Le Premier ministre n'avait pas le choix. Et comme il y avait des enjeux électoraux, notamment la présidentielle, il fallait commencer à contenter les parents. Ils se sont appuyés dessus, se disant que ça devait passer. Monsieur Eric Fopoussi, je crois que la bande à Marcelin Funda devait faire ceci. Demander à tous les parents qui ont déjà payé les livres de ramener ces livres, de venir les déposer dans les bibliothèques. On devait aménager un fonds en fonction des sorties et tout et comme ça. Vous déposez, on vous remet le livre nouveau. Parce que là encore, c'est une autre escroquerie, monsieur Eric Fopoussi. C'est Roger Forbois, je pense bien qu'il y a l'Adibag, c'est bien lui. Je pense que c'est bien, sauf erreur de ma part. Je pense qu'il devait demander à ce que cet éditeur va y déposer des copies. Parce que ça a été vendu. Beaucoup d'enfants, monsieur, il faut pousser. J'en connais, j'ai des cousins qui ont des documents à la maison. Est-ce qu'ils vont aller acheter un deuxième livre? Est-ce que les parents vont aller acheter un deuxième livre? Ça, c'est encore une escroquerie des parents, monsieur, il faut pousser. Est-ce que les parents vont acheter un deuxième livre? Ou c'est à chaque parent de déchirer à la maison? Alors, l'autre question qu'on se pose par rapport à ce retrait de ce module que j'appelle module satanique, de ce livre de 5e Bao Bengal, est-ce que lorsqu'on enlève justement ce module de la page, lorsqu'on déchire ces pages, parce que ça s'appelle déchirer ces pages-là, est-ce qu'on a pensé à ce qu'on met après? Qu'est-ce qu'on met à la place de ça? Ou on supprime complètement ce segment-là de l'éducation? Parce que ce qui nous importait, ce n'était pas d'enseigner ça, c'est la manière avec laquelle on l'enseignait qui posait problème. Oui, absolument. C'est la même question, la même interrogation que j'ai eue. Oui. Justement parce que eux, ils disent que le monde évolue, alors qu'ils sont en train de régresser. Justement, vous voulez apprendre la reproduction humaine à l'enfant. Et vous venez, vous prenez par un mauvais chemin. Lorsqu'on vous demande, on vous dit ce chemin n'est pas bon. Quel est le chemin inverse que vous prenez? Il dit on supprime totalement. Et c'est incompréhensible. Tout à fait. Donc finalement, les enfants, ils n'apprendront rien. Ou attendront plus tard. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. On a juste déchiré les pages, mais là, on a retenu des contenus du programme. Parce que c'est dans le programme. C'est peut-être les pages qu'on a déchirées, mais les axes restent. Oui, mais qu'est-ce qu'on met donc à la place? Qu'est-ce qu'on met à la place pour enseigner aux enfants, pour leur illustrer les passages qu'ils doivent comprendre. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que le politique a tout gâté. Oui, le politique dans notre pays n'a pas su qu'on doit laisser aux techniciens le soin d'étudier les choses et venir apporter à leur appréciation. Tout à fait. Première chose. Deuxième chose, pour qu'il n'y ait pas une clameur sociale, c'est vous qui avez l'habitude de le dire ici sur le plateau, un contrat social. Lorsqu'on parle du contrat social, il y a ce que nous voulons enseigner à travers l'instruction au peuple et les lois qui encadrent notre vivre ensemble. Lorsqu'on n'associe pas, Charles Amel a parlé tout à l'heure de l'Assemblée générale des gens qu'on a nommés pour cela, même là, on ne veut pas tenir cette Assemblée générale. Oui. Donc manifestement, on ne souhaite pas que les parents sachent ce qu'on va apprendre à leurs enfants. Et c'est eux qui viennent vous dire que non, l'école aujourd'hui, il faut parler de la communauté éducative. Parents, enseignants et apprenants. Mais la communauté éducative où on exclut tout le monde, et surtout les parents, ils ne sont pas. C'est la même chose. On vous dit nul n'est censé ignorer la loi. Alors que la loi est votée sans avoir été expliquée préalablement au peuple. Mais on va vous punir, on va nous amener vers les dérives, les déviances.
et il y aura toujours la clameur sociale. Donc, c'est le politique qui gâte les affaires de ce pays. Donc, là maintenant, je ne sais pas, on les écoute, il faudrait qu'on les laisse. Ils ne vont pas combler ce vide. On va dire, bon, laissons le vide. Maintenant qu'on a donc préparé le contenu en disant qu'on y aura un centre de reproduction. On n'a pas corrigé toutes les erreurs. Parce qu'il y a des fautes. Absolument. Il y a des fautes, monsieur Rifo. On ne peut pas laisser passer ça. Il y a des fautes dans tous ces livres. Même dans ce livre de 5e, il y a énormément de fautes qu'il faut corriger. Mais absolument. Mais bon, on retire le livre. Non, on est d'accord, Charles Amel. Mais est-ce qu'on doit ce matin, honnêtement, et en âme et conscience d'ailleurs, et un bon père de famille, jeter la faute uniquement sur le professeur Marcelin Vundaïtoa et Jean-Paul Commande? Doit-on le faire? Parce qu'il faut qu'on parle de la jeunesse, de l'origine de la situation. Non. Il s'agit quand même d'une décision qui est prise en novembre dernier 2017. Et le Premier ministre, à l'époque, dit que dès la rentrée prochaine, il y aura un livre unique instauré au Cameroun. Est-ce que le délai qui était imparti à la mise en place était juste pour qu'on ait... Parce que là, on se rend compte aujourd'hui que le Conseil a travaillé avec un peu de légèreté. Peut-être parce que mis sous pression et dans l'urgence, a dû faire ce qu'il fallait faire. La pression, c'est laquelle? La pression, c'est la mauvaise orientation de la mondialisation. C'est-à-dire que les gens, je vous ai dit tout à l'heure ce qui est arrivé à la mutuelle du personnel enseignant qui voulait prendre le CPR, que l'État avait liquidé. Justement, il y a un groupe de personnes avec la Banque mondiale et l'UNESCO veulent prendre les pays en otage. Et ils trouvent toujours les relais. Si le professeur Vundaïtoa s'est présenté comme le relais, il y a un président de la commission. Pourquoi c'est lui qui parle? Voilà. On l'a désigné porte-parole de la commission. À ce moment-là, il doit en assumer toutes les conséquences. Il doit en assumer toutes les conséquences. Est-ce que c'est lui qui doit se démettre? Il a un supérieur hiérarchique qui doit s'occuper de son cas. Donc arrêtons. Voilà, c'est pour ça que je vous dis donc que la politique. La politique, c'est la politique qui tue l'école au Cameroun. La politique qui tue l'école. Aujourd'hui, je lance un appel au Premier ministre. Je pense qu'il sera reconduit. Au moins avant qu'on ne donne le gouvernement, il peut nationaliser le CPR. Qui remet le CPR dans le giron de l'État. Vous allez créer encore un autre problème. Allez voir. On a dit que c'est le septennat des opportunités. Je lui donne une opportunité de changer. Le CPR revient, les enseignants reviennent, qu'on donne le contenu des enseignements. Et à ce moment, il y a, l'association des enseignants de mathématiques, des sciences naturelles, et ainsi de suite. Ils discutent entre eux. Ils ont des inspecteurs au niveau de leur ordre. En tout cas, je vous comprends, Bengan, et peut-être aussi que la première solution à cela sera évidemment d'éviter que ces enseignants de mathématiques nous pondent des fascicules comme ils le font et qui l'imposent à nos élèves. Non, en concertation. C'est-à-dire que la société des mathématiques existe au Cameroun. Bien sûr. Ils savent, c'est eux qui enseignent nos enfants. Pourquoi ils commencent à enseigner des logs aux enfants de classe de 4e? Pourquoi ils enseignent des racines carrées que nous on commence en classe de 3e, on commence à enseigner ça en 5e ou en 6e? Ça veut dire qu'ils ont étudié une certaine approche. À ce moment, de manière consensuelle entre eux, ils déconseillent, puisqu'il y en a qui sont de parents également. D'accord. Donc, ils vont apporter à l'époque de M. Deboué, M. Rifopoussi, à l'époque de M. Deboué, ceux qui travaillaient à l'édition du livre, on n'avait jamais eu ce type de conneries, M. Rifopoussi. Jamais eu ce type de conneries. D'où vient-il qu'on se retrouve à avoir sur les marchés? Je vous assure, prenez les livres. 3e seconde alors, M. Rifopoussi. Les livres de 3e et seconde. Donnez-vous la peine de vous asseoir un jour, de parcourir. Même les enseignants sont d'accord. D'où vient-il, si ce n'était la méchanceté, M. Rifopoussi? L'équipe de Marcelin Vunda pouvait dire, ok, laissons passer cette année, réutilisons les livres de l'année prochaine, de l'année passée, en attendant nous préparer à lancer le livre unique, M. Rifopoussi. Est-ce que vous savez que beaucoup de ça? Non, M. Rifopoussi. Vous dites ça parce que... Je vous donne une citation. Vous dites ça parce que vous simplifiez le pouvoir du politique dans cette affaire. Non, monsieur. Je vous assure, quand une décision politique est prise, on vous dit, monsieur, vous appliquez. Là, tous les hauts fonctionnaires s'en plaignent. Parce qu'ils se rendent compte qu'on met en place des choses sans les consulter au préalable. Et au final, on nous impose... Oui, ça nous amène donc aux orientations suivantes. On finit de construire le barrage de Memvele
on oublie de leur accorder au réseau national. Voilà, donc ça veut dire qu'on a pris une décision politique sans au préalable consulter. On construit le port de Kribi, on oublie qu'il fallait la route, il fallait la voie ferrée. Voilà. Et oui, tendance. C'est ça, que quoi, Eric? Les enfants, on a vu, ils ont vu jusqu'à filmer même. Tout c'est... Donc ce n'est qu'aujourd'hui là qu'on ne va encore retirer. On a commencé à retirer. On a dit qu'à partir de hier, on déchire, c'est nous qui avons acheté les livres, on déchire avec les ciseaux. J'aime notre ministre. C'est qui n'ont pas encore acheté, qu'ils attendent. J'aime notre ministre parce que c'est une femme homme. Et quand elle dit qu'elle va prendre une décision, la appliquer, en commençant à enlever seulement. Parce que depuis, elle n'avait pas encore dit son dernier mot. Elle a trop Et laisse-moi te dire, maman, tu as dit tard. Si tu avais dit quand c'était chaud, on pouvait enlever. Maintenant, les parents ont acheté les livres. On va faire comment pour enlever? Alors, on va seulement peut-être prendre les feutres. Les feutres. On coupe. Il a demandé de couper avec les ciseaux. Et on va mettre quoi dans la partie? Voilà, on ne sait pas. Mieux on coupe, oui, mieux on coupe, on laisse la partie la vide. Okay. Mais en coupant, même il y a les enfants récalcitrants qui ont vu jusqu'à filmer. D'accord. Jusqu'à pratiquer même. Oui, pourquoi pas? Très bien. Alors, Charles Hamel, Bengan, Karine Sontia et Tendance, j'aimerais profiter de l'occasion pour m'adresser à certains Camerounais qui estiment que nous, sur ce plateau, nous sommes des babadologues. Et il me souvient que lorsqu'on a amené ce sujet sur ce plateau, des Camerounais sont montés au créneau pour nous dire que nous sommes des antipatriotes, que l'on veut ternir l'image du Cameroun, que l'on veut des agressions physiques même dans la rue, pour dire que non, qu'est-ce que nous on veut, qu'est-ce que nous on en fait. Aujourd'hui, le ministre a décidé de retirer ce module-là. Si ce n'est pas nous donner raison, je ne sais pas ce que c'est. Absolument. Je pense qu'on est tous d'accord que... Mais il faut préciser, M. Eric Fopoussi, que c'est des individus qui avaient un penchant ou qui étaient véritablement bien introduits dans certains cercles ésotériques qui ne trouvaient pas... qui ne trouvaient pas... sur la question. C'était eux qui applaudissaient plutôt. Rappelez-vous de l'introduction de Bobok ce jour. Oui. Ce jour, rappelez-vous de l'introduction de Bobok dans cette émission, M. Eric Fopoussi. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la toile? Qu'est-ce qu'on n'a pas venu écrire sur votre mur Facebook? On vous a dit de douter de tout, des murs et des non-murs concernant l'éducation. Bobok a fait une émission dans laquelle il a expliqué le principe d'initiation et d'éducation de nos enfants à la sexualité. En parlant de la question, mais ce n'est pas de cette manière barbare. Et aujourd'hui, quand on demande la démission de toute cette équipe, on va prendre... Mais que cette équipe démissionne, M. Fopoussi. Ils ne sont pas à la hauteur qu'ils démissionnent. Parce qu'on pouvait laisser... M. Fopoussi, est-ce que vous savez qu'il y a des éditeurs qui ont eu des crises d'AVC? Est-ce que vous savez qu'il y a des éditeurs qui aujourd'hui sont comblés de dettes, couverts de dettes, parce qu'ils avaient fait des achats, ils avaient dans les magasins des livres. Ces mêmes éditeurs aujourd'hui, M. Fopoussi, ont de la peine à nourrir leur famille, on a saisi leur domicile. Alors que Marcelin Poudaïto avait dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. D'accord. C'était ça, c'est ce qu'il fallait qu'on casse. Et quand on se retrouve avec ce type de coquille, il faut pas qu'on refuse cela, M. Fopoussi. Je pense que Madame le ministre devait marquer une pause, qu'on organise une assemblée plénière extraordinaire, qu'on corrige toutes ces copies et qu'on dise à ces messieurs, vous nous avez assez servi, mettez-vous à côté. Et la démission de M. Jean-Paul, comment vient, pourquoi? Parce qu'il ne s'y connaît pas dans la question du livre. Et parce qu'il est silencieux depuis qu'on parle. Il ne dit rien, il est assis dans son petit coin. Non, mais c'est pas possible. En tout cas, bon, on a fait ce qu'il fallait pour ce pays. Nous sommes des patriotes. On estime que nos enfants méritent mieux que ce qu'on leur a pondu dans ce livre-là. Et on l'a fait. Et heureusement, Dieu merci. Aujourd'hui, les autorités nous donnent raison et reviennent vers le chemin qui était d'ailleurs celui que nous préconisions sur ce plateau lorsqu'on a déclenché cette affaire. On va poursuivre la revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Sontia. L'autre information. Les droits des délégués du personnel auprès de la communauté urbaine de Douala-Déchu restitués dans leurs droits après appel auprès de la Chambre sociale et le Conseil d'arbitrage de la Cour d'appel du littoral depuis le 27 septembre dernier, toujours en attente de l'application de la décision. Voilà encore une autre affaire qui a été une affaire Equinox. On se souvient encore qu'on avait été d'ailleurs les premiers il y a 20 mois déjà, je me souviens encore, il y a 20 mois, les premiers à accueillir ces hommes-là, ces pères de famille, ces hommes et femmes qui avaient subi cette injustice parce que, et c'est ça qui est d'ailleurs dangereux, parce que faisant ce pourquoi ils ont été élus par leur père. Lorsqu'on est délégué du personnel,
on a pour mission de servir de courroie de transmission entre l'employé et l'employeur. Si l'employé a des revendications sur l'assurance maladie pour ce qui concerne la communauté urbaine de Douala, ces 10 personnes courageuses se sont permises de porter ce combat-là. Mais qu'est-ce qu'elles ont eu en retour? C'est ce licenciement abusif de la part de la communauté urbaine gérée par M. Humphries Tonnet. Et donc aujourd'hui, la justice, là encore, il est l'occasion pour nous de dire bravo à ce pouvoir judiciaire qui n'a pas voulu se laisser inféoder par le pouvoir exécutif, d'ailleurs, donc d'avoir décidé qu'on restitue ces Camerounais, ces pères de famille, dans leurs droits. D'abord, Bengan, comment vous réagissez suite à cela? Très bonne chose. Encore que cette décision a 2 orientations que je souhaitais. La première, c'est non seulement on les reprend au travail, mais ils retrouvent leur poste de délégué de personnel. Donc l'élection qui a eu lieu en mars, voilà, tout à fait. Est nul et nul effet. Oui. Deuxième chose, c'est cette décision est contraignante. Oui. On dit à la communauté urbaine, vous ne les reprenez pas, ça fait 20 000 francs en plus sur chacun. Voilà. Et c'est ça, ces astreintes-là. Mais justement, pourquoi monsieur le délégué du gouvernement, le docteur, médecin de son état, arrive à cela? Précisément parce que nous sommes dans un régime de dictature. Les régimes dictatoriaux ont aussi les lois, mais à aucun moment ils ne sont des états de droit. C'est pour ça que le délégué régional du travail et de la sécurité sociale lui adresse une lettre en lui disant: Monsieur le délégué du gouvernement, vous ne pouvez pas. La loi l'interdit, dit je m'en fous de la loi. Il les met de côté et tout, et personne ne fait rien. Y compris son patron, qui est le ministre en charge de l'administration territoriale. Le ministre en charge du travail, qui n'est pas son patron, le conseille en lui disant: mais prenez-les. Non, parce qu'il compte, il pense qu'il a les bras assez longs. Oui. Et pour le dire, et c'est pour ça que vous avez parlé de septembre. Oui, 27. Voilà, ça fait du 45 jours. 27 septembre, ça fait 45 jours. Bon, Oui. ça fait 20 000 francs en plus sur chacun. Mais au moins, pourquoi on n'arrive donc pas à contraindre le délégué de gouvernement à les rétablir dans les droits? Justement, pourquoi? Parce qu'il attend des nominations. Et vous allez vous entendre demain, ou ce soir même, que Dr Tonnet a été nommé ministre en charge pour service rendu à la nation. C'est comme ça qu'on récompense les 10 fils de la nation. Voilà. Après, et vous nous rappelez d'ailleurs quand il prenait fonction, voilà, un discours qu'il avait prononcé. Oui, mais tout à fait. Parce que les routes de Douala étaient dans un état qu'il a encore dit: je vais procéder à une chirurgie, quelquefois sans anesthésie. Mais je vous appelle de souffrir un peu parce que Douala reprendra sa splendeur. Mais voilà qu'il procède par des chirurgies non anesthésiées. Et voilà. Là, ça devient même des chirurgies générales. Et il laisse le patient à la morgue. Voilà. Alors, la décision de justice est tombée et maintenant, on ne sait pas pourquoi depuis le 27, ils ne sont pas encore entrés dans leurs fonctions, mais de toutes les manières, ils continuent quand même à réclamer leurs mêmes droits qu'avant. Et c'est vrai que Mombourla a relevé qu'il pourrait avoir encore les 20 000 francs sur et tout. Mais je pense quand même que dans un état de droit et le personnel administratif d'un état, dans un état où on discute même encore le rôle du délégué du gouvernement, ces choses-là ne devraient même plus avoir lieu. Qu'on attende les nominations ou pas les nominations, je pense que ça devait mettre un attrape-nigo pour lui de rapidement les intégrer pour faire bonne figure, puisqu'il attend aussi les nominations. Il ne faut pas que dans sa nomination, sa maison soit pas propre. Justement, c'est là, vous êtes comme si vous étiez dans un état de droit. Dans notre pays, pour qu'on vous nomme, il faut piétiner les autres. Oui, mais c'est ça, on nous donne l'impression. Vous avez toujours ça comme combat. Hein? Oui, absolument. Vous ne cessez pas. Alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Qu'est-ce qui dit que mon épanouissement passe par l'anéantissement de Salamène Batou? Voilà. Et c'est ce qu'on leur apprend. Alors qu'il y a de la place pour nous deux. Alors qu'il y a de la place pour tout le monde d'ailleurs, pas seulement pour vous deux. Voilà. On va à Salamène Batou pour faire le commentaire sur Monsieur Eric Fopoussi, si dans une toute petite administration, pour un peu qu'on vous nomme directeur, votre patron vous rappelle en disant la façon avec laquelle vous blaguez avec ces gens, je ne veux pas. Celui avec qui le directeur, le nouveau premier avait l'habitude de blaguer,
Lorsque vous arrivez, vous voulez lui dire Joe, il dit monsieur, alors monsieur, vous allez comment? Monsieur, vous allez comment? Oui. Il change de ton. Plombant de fait, dès le déclenchement de cette expression, plombant le fait, la suite. Oui, la collaboration. La collaboration, monsieur, il faut pousser. Ça, c'est pour amener ce que Mbambo dit que c'est le système répressif. Monsieur, il faut pousser. On n'a jamais cessé de se plaindre de la gestion par humeur. À l'humeur de tonner. Ça a vraiment, on a toujours dit depuis le déclenchement de cette affaire. Moi, là où ce monsieur m'a surpris, et je le dis en Mondo Vision, c'est le fait pour le délégué d'arriver à la communauté urbaine. De voir ces délégués assis là avec leurs femmes, leurs enfants en pleine rentrée scolaire. De descendre de sa voiture, d'un pas lent, rassurant, sûr, aller à son bureau sans jeter un coup d'œil. Monsieur Eric Fopoussi, je vous ressors cela. Faites ce film pour comprendre jusqu'où il est prêt à aller, monsieur Eric Fopoussi. Imaginez-vous que vous arrivez dans votre entreprise, vous voyez des gens en train de gréver, les femmes sont là, tous les enfants sont là, en pleine rentrée scolaire. Vous viendrez quand même donner un mot, ou alors vous enverrez quand même quelqu'un dit dans les fonds de souveraineté que vous gérez. Parce que le délégué actif un fonds de souveraineté, enlever quelque chose dans ce fonds de souveraineté en disant vraiment allez leur donner, dire-leur que vraiment ça n'empêche le travail, c'est le travail, mais demandez à ces mamans de rentrer au moins préparées pour que les enfants mangent. Tout à fait. Rien n'a été fait. Justement. Alors c'est ça. Oui, donc monsieur, je vous restitue vos mots. Vous avez l'habitude de nous dire souvent en off que nous sommes dans un pays où on a amené les Camerounais à croire que se plaindre est une mauvaise chose. D'ailleurs, on va le dire ainsi parce que c'est clair hein, que le combat continue et il faut conquérir chaque centimètre de liberté, quelle que soit l'époque dans laquelle on est, il faut conquérir les libertés. Ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Et chaque fois que cette liberté sont fouées, il faut aller les chercher. Et donc, c'est le cas pour ces personnes qui ont réussi, donc, à travers cette décision de la Cour d'appel du littoral, d'avoir gain de cause. On va attendre que le délégué respecte cette décision et espérer... Il ne respectera pas. Et dire aux gens qui nous regardent ce matin qu'il s'agit de 10 personnes qui depuis 20 mois n'ont pas de salaire, ont été licenciées comme ça, et que parmi ces personnes, il y a un monsieur dont la femme qui a été abandonnée par sa femme, qui est partie. On oublie que pendant cette grève-là, il y avait un qui était tombé malade. Oui, qui avait un problème de diabète aussi. Voilà. Tout à fait. Rappelez-vous le cas Amatou Toumouna. Voilà. Il ne respectera pas. Ok, on va rapidement terminer. On va terminer rapidement avec la troisième. Alors, coalition annoncée hier sur ce plateau de l'opposition en RDC vole en éclats. Au lendemain du choix commun de l'opposition à Genève, Félix Tshisekedi, leader de l'UDPS, et Vital Kamerhe ont annoncé le 12 novembre le retrait de leur signature de l'accord de coalition conclu avec les 5 autres leaders de l'opposition. Adolphe Muzito et Freddy Matungulu ont quant à eux réaffirmé leur soutien à Martin Fayulu. Donc voilà, bon, Bengan, on va dire que hier, c'est vrai que hier on se félicitait de cette plateforme de l'opposition RDC et heureusement qu'à la fin de nos propos, on a quand même émis quelques réserves en disant en espérant que cette coalition puisse survivre jusqu'au 23, mais sauf que ça n'a pas attendu deux heures de temps après. Ça volait en éclat, comme pour reprendre les termes de Karine Santiago. Absolument. Oui. Parce que ici, il faut quand même le déplorer. Mais peut-être aussi, ça peut donner une clarification. Je vous ai dit, Félix Tshisekedi est quand même le fils de quelqu'un. Et son papa, c'est un homme du sérail, ne vous la leurrez pas. Oui. Il qualifiait Lumumba de cafard. Il avait d'ailleurs apprécié... Patrice Lumumba, oui. Oui, le roi belge, au doigt de l'époque, d'avoir enlevé ce cafard qui gênait la classe politique. Pourtant, panafricaniste connu et reconnu. Tout à fait. Donc, ici... il faudrait que les autres qui restent consolident leur union pour que ça donne une clarification comme on en a eu en Côte d'Ivoire. Peut-être ne vont-ils pas gagner les élections parce que, détrompez-vous, Kinshasa seul, c'est 15 millions d'habitants.
Et la RDC, c'est tout un continent. Donc, ont-ils les moyens? Bon, espérons également que Bemba et... Comment vous l'appelez l'autre milliardaire là? Oui, Katumbi. Voilà, Katumbi, ils ont promis de mettre l'argent à la disposition de cette coalition, qu'ils mettent vraiment de l'argent, parce que face à l'appareil du pouvoir, ça va être difficile. Ça va être difficile. Voilà. Surtout que Ramazani Chardari, lui, il va être un peu comme le Medvedev de Kabila. Ah oui, absolument. Quand je dis Medvedev, vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire oui. Non, c'est pour justement préparer le retour de Kabila prochainement. Tout à fait. Ce qui dérange dans les coalitions, pareil, c'est les coalitions entre les hommes et pas avec le peuple. C'est-à-dire quoi? Il a fait une coalition entre eux, les opposants, mais je ne pense pas que son parti était d'accord avant. Parce que généralement, avant de faire cela, on appelle souvent ça les primaires ou encore les conférences, je ne sais pas trop, avec les membres du parti ou encore les cadres du parti pour que à l'interne, on valide d'abord la coalition avant qu'il aille la faire. On ne fait pas une coalition avant de venir informer les partis. Non, ils étaient au courant. Les partisans, c'est vrai, ils ont eu cette option, mais ils sont au courant depuis au moins 3 ans. C'est du vivant même du père de Félix, Étienne Tshisekedi, qu'ils étaient dans cette coalition pour chercher. Mais le problème, c'est qu'on pensait que ce candidat allait être Étienne. La nature en a décidé autrement. Félix vient et pense donc que Félix doit succéder normalement à son père. Mais non. Pourtant, Martin Fayoulou, c'est un député. Et lui, c'est lui qui affronte, c'est lui. Donc, en fait, moi, je demanderais aux militants du PDS de demander à Félix de retrouver la coalition. Parce que là, c'est le combat, c'est un adversaire commun, le pouvoir en place. Ce n'est pas de hisser tel ou tel. Mais encore qu'ils vont dans une transition qui va durer, je pense, 2 ou 3 ans. Vous allez encore peut-être me traiter de complotiste, mais ce qui, justement, confirme la thèse que vous avez évoquée sur l'appartenance idéologique de ce UDPS avec Tshisekedi, c'est que hier, on a quand même vu un secrétaire général d'un parti politique intimer un ultimatum à son président, Tshisekedi. Ça prouve que dans ce parti politique-là, ils ont une longue tradition, justement, d'acquaintance avec le régime. Absolument. Et on a dit, on a sûrement infiltré ce parti politique. Et on a dit au secrétaire général, donc, mon cher, il faut tout de suite entrer en dissidence. Voilà, la réalité est la suivante. Oui. On préparait ce parti pour remplacer Mobutu. Et arrive quelqu'un qu'on appelle Laurent Désiré Kabila, qu'on n'attendait pas. Ils viennent donc, comment je vais dire, saccager tout le dispositif qu'ils trouvent. Voilà. Et maintenant, c'est son fils mort qui l'a tué, on ne sait toujours pas. Son fils le remplace et ça donne encore de courroux. Voilà les gens qui négociaient. Son fils qu'on monte contre lui. Donc, on peut dire, oui. En fait, Mobutu et Étienne Tshisekedi avaient les mêmes parrains. Ils étaient donc dans des négociations pour que l'un remplace l'autre. Maintenant, le peuple en a décidé autrement. C'est pour cette raison que le secrétaire général, qui pense avoir les faveurs de Bruxelles, comme chez nous, on vous dira que Paris a dit que. Donc, c'est dans cette... Vous avez vu en Côte d'Ivoire, les opouettistes, c'est Paris qui coordonne. Donc, c'est Bruxelles. Oui, Charles Amel. Je vous ai donné ma position sur le sujet hier. Ça n'a même pas fait 24 heures. Nous voilà qui sont. En sortant d'ici là, on était en train de parler là. Je vous ai dit que les coalitions en Afrique. Voilà, tout à fait. L'histoire de coalition en Afrique. On va vous dire merci, Karine Santia, pour cette revue des réseaux sociaux. Mesdames, messieurs, restez avec nous parce qu'on va aller chercher interpellation et écouter ce qu'a à nous dire un compatriote qu'on a d'ailleurs rencontré dans nos rues avec la caméra de Cédric Chouna. À tout de suite. Des nouvelles pour le développement de notre pays, c'est changer la gestion de tous ceux qui entourent le président parce que la gestion est très mauvaise. La gérance est très très mauvaise chez nous. Et il faut qu'on accepte qu'il y a le renouvellement, comme quoi je veux dire que ceux qui viennent devant aussi prennent plus s'exprimer et qu'on leur donne la possibilité de s'asseoir aussi. On ne peut pas gérer tout un pouvoir pendant 80 ans, 75 ans. On doit renouveler pour avoir aussi les idées nouvelles. C'est ça qui va nous permettre aussi de changer certains trucs. On ne doit pas s'asseoir sur un tel point. Là, je dis, moi, je tiens, je m'assois dessus, il faut changer.
Il faut changer. La notion de changement est au cœur de la démocratie, vous le savez. D'ailleurs, le Cameroun reste toujours friand de changement, puisqu'on voit très bien que même juste après une élection présidentielle qui est censée avoir clarifié l'état du pays, les gens continuent à manifester dans certaines parties du pays où ils ont d'ailleurs voté massivement pour un candidat. Vous vous souvenez encore, on en parlait ici pour l'Est, il y a quelques jours on parlait de la région du Sud. Voilà, je pense... Monsieur Eric Fopoussi, voilà toute une région qui a donné 100%. 100% aux élections présidentielles. Les jeunes de sont sortis jusqu'à couper la route, couper les arbres pour barrer la route. Nous, on veut la route, on veut la route. À Nanga et Boko, vous avez vu l'hôpital de Nanga et Boko? Je vais vous ramener des images, vidéos de l'hôpital de Nanga et Boko. Vous avez vu l'axe de Mangasina, monsieur Eric Fopoussi? Voilà, oui. L'axe de Mangasina, allez voir l'axe de Mangasina. 100%. Vous savez combien on paye pour Batoua Yokadouma, ou Batouri Yokadouma? On se retrouve à payer 6 000 à 10 000. C'est le prix entre 6 000 et 10 000 sur cet axe. Bravo. Alors, ils n'ont pas seulement donné 100%, ils ont donné 100% parce qu'ils disent qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut mieux faire. C'est ça. C'est cet esprit-là que les Camerounais n'ont pas encore adopté. Bon, quand on écoute le compatriote ce matin, il semble nous dire qu'il y a un besoin de renouvellement de la classe politique. D'ailleurs, je vous ai vu tout à l'heure, vous ironisiez en disant, mais lui, il veut qu'on change d'entourage sans changer le chef. Comment absolument. c'est possible? C'est ça. Il faut emballer un escalier en commençant par le haut. Il ne peut pas constater que la maison est sale et l'entourage, non. C'est différent. Il faut commencer à enlever l'entrepreneur en chef. Pour reprendre les propos de Babi Sakana. C'est l'entrepreneur en chef qui fait problème. Vous nous rappeliez encore ça hier. Comment, depuis la prestation de serment, le Premier ministre ne rend pas le tablier. Mais puisqu'on a préparé les opportunités pour le Cameroun qui vient, le Premier ministre ne veut pas dire pourquoi ne démissionne-t-il pas que le cahier de charge pour lequel j'étais là a changé. Ça veut dire qu'on est encore en train de vouloir chercher. Pourquoi chercher encore les opportunités? Cherche-t-on encore les opportunités maintenant alors que c'était là? Donc, on n'avait pas imaginé l'équipe qui devait amener le Cameroun vers ces opportunités. Il faut expliquer aux Camerounais de quoi il s'agit. Il s'agit clairement de dire que le mandat actuel n'a pas commencé vraiment. Le mandat actuel n'a pas encore vraiment commencé. C'est quand il y aura un nouveau gouvernement que ce mandat aura effectivement commencé. Parce que la Constitution est claire. Le Premier ministre applique la politique du président. Le président a été élu sur une politique, les grandes opportunités. Il avait nommé ce Premier ministre sur une autre politique qui était celle des grandes réalisations. Alors, cette étape, elle est passée. Donc, il faut un nouveau gouvernement, un nouveau mandat. Et donc, le gouvernement actuel devait rendre son tablier pour qu'on recompose l'équipe gouvernementale pour mettre en pratique celle-ci. Parce que c'est ce qu'on appelle les traditions républicaines. On est une république, qu'on le soit jusqu'au bout. Est-ce que vous avez vu une transition entre 2004 et 2011? Non. Vous avez vu une transition entre 2011 et 2018? Pas encore. Vous cherchez quoi, monsieur Eric Fopoussi? Laissez-les. Non. Sauf qu'il nous a amené. C'est encore monsieur Fopoussi là. C'est à tout à votre honneur. Oui. Le manap encore, mais lui, il a prêté serment le 6 à 11h05. Oui. Ça veut dire que là, on commence à compter. Il a 7 ans. L'autre fois, il avait prêté serment le 3. Donc son mandat terminait le 2 à minuit. À minuit. À partir de 2 à 1h du matin, il n'était plus. Il est venu prêter serment. Il nous a volé 3 jours là. Donc, il ne nous disait pas en 2025 que je vais prêter serment le 23. Voilà. Donc, nous, on commence à compter. Avant le 5. Voilà, il a prêté serment le 6. C'est avant le 5. Voilà, c'est le 13 aujourd'hui. Ça veut dire que c'est 7 jours sans gouvernement. Okay. Donc, il a déjà consommé 7 jours. On dit que depuis la prestation de serment, il travaille à l'organisation d'un nouveau gouvernement, M. Eric Fopoussi. J'ai bien envie de me poser la question de savoir, est-ce que tous ceux qui sont là ont travaillé mal? Parce que Dieu seul sait que parmi ce groupe, il y a certains ici que nous-mêmes sur le plateau, nous avons apprécié.
Parce que là, il y a des listes qui fuient sur WhatsApp. Mais personne n'a... Ça là, mais il a dit que c'est la résilience. Ses amis du FMI sont là. Il dit qu'il a bien travaillé. Moi, je veux, il a dit réduction du train de vie. Est-ce qu'il va porter le nombre de ministères de soixantaine à une vingtaine? Il faudrait qu'il choisisse alors les meilleurs. Mais il nous a déjà pris la 7 jours déjà. On ne voit rien venir. Voilà. Moi, je compte. J'ai les bâtonnets. Merci de moi, j'ai les bâtonnets. Merci de compter parce que c'est important. Il faut dire que jusqu'à présent, les grandes opportunités n'ont pas encore été lancées. Alors que le G20 qui le soutenait, c'est longtemps avant. Le G qui était l'avant avec les Bello Boubamadou, vous savez, elle a depuis longtemps. Monsieur Eric Fopoussi, Mbambok Bengan, ce gouvernement pourra être légèrement réaménagé, mais pas totalement changé, jusqu'à ce que ne passe la CAN 2019. Qu'il le fasse alors. Mais légèrement réaménagé. Il a déjà bouffé ses jours. Il n'y aura pas un changement sur le fond. Actuellement, il y a des ministres qui ont déjà perçu l'argent, les gros gombos, les gros dossiers pour cette CAN. Les bouger, ça sera très compliqué. On va les laisser finaliser. Il y a que dans ce pays que ce type de discours est toléré. Il a reçu des... L'État doit continuer avec vous. Où s'en vous, monsieur? Je fais cette ironie. Oui. Je fais cette ironie pour vous amener justement à la colère. Les gens tolèrent des discours qui ne sont pas possibles. Non, mais l'État doit s'arrêter parce que c'est vous, vous avez reçu les gros. Non, attention. Ils ont engagé des processus de discussion. On a vu Bidou pas aller au Maroc partout. L'État doit continuer. Le principe de la continuité de l'État, c'est un principe. On doit pouvoir continuer. Les dossiers doivent pouvoir se mettre en branle. Même si vous êtes couché à l'hôpital. On a dit l'homme des 6 novembre. Lorsqu'Aïdjo lui avait serré la main ce jour-là, quelque temps après, le gouvernement est sorti. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui a changé maintenant? La coalition, les 20, si c'est les jeux combien de Bello Bouba, ça date quand même de 97, il n'a pas changé. L'autre jeu 20 s'est ajouté là. Et le jeu 1 de Kindi est venu. Donc en fait, il a eu le temps de la campagne. Il n'a pas fait de consultations. Et ils attendent avec impatience d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, en tout cas, c'est l'occasion de le dire. On va tout de suite lire quelques messages avant de se quitter. C'est très passionnant le Cameroun, madame. Vous voyez, c'est très passionnant le Cameroun. Il y a tellement de choses à dire et voilà, du coup, le temps que nous imparti s'écoule dangereusement. On n'a pas forcément beaucoup de temps pour le faire. On va lire quelques messages avec vous, Karine Sonti. À quoi sert une éducation sans objectif? L'école au Cameroun n'a plus de sens car la morale a foutu le camp chez les enfants de membres du gouvernement. Ils savent qu'ils peuvent entrer dans les grandes écoles du pays sans niveau. Et d'ailleurs, même, on a vu un mort admis définitivement à l'ENAM. Laisser les gens, la République aura de problèmes tôt ou tard. Un autre message qui arrive, voilà. Chez nous, est strictement interdit de battre un enfant. L'éducation, ce n'est pas de frapper. Si c'est mon enfant, je te traîne devant les tribunaux. Un autre message, s'il vous plaît. un autre message qui arrive à l'instant. Au sommeillistan. Alors, nous suivons beaucoup cette émission et tout, sans interrompu. Non. Voilà. On va alors, il faut arrêter d'appeler quand on lit les messages. Ça complique. Madame, messieurs. Ça complique la lecture. Oui. Le fouet doit être banni dans le processus d'enseignement. Plusieurs punitions existent pour redresser un enfant. Pour un devoir non fait, on peut demander de le copier plusieurs fois. Par exemple, Maxime depuis Yaoundé qui écrit ce message. D'accord. Merci beaucoup, en espérant que ce soit le nouveau gouvernement tombe ou d'ici à demain. Merci. Beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Equinox Télévision. On va se dire donc à demain 10h. Mais surtout que Dieu bénisse davantage le Cameroun. À demain.